Amis ennemis, bonsoir. Tribun, saison 2, épisode 11. Petit délire avec les lunettes de mon cher D'Artagnan que je salue d'ores et déjà en me rapprochant du micro. D'Artagnan, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe régie qui est là et qui nous assiste ce soir. Bonsoir à nos deux débattants. Mais bonsoir. Bonsoir. Je vais laisser vous présenter avec Pierre d'abord. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Donc du coup, je suis là ce soir au titre des Jeunes Insoumis d'Île-de-France. Et sinon, je suis étudiant en droit public en 3e année de licence. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très content d'être là aussi ce soir. Alors, je débat en mon nom propre parce que je suis président de C'est Tribun. important de le rappeler. Voilà, nous avons fait face à un désistement de dernière minute, donc il a bien fallu trouver quelqu'un parce que tu as fait la gentillesse de venir, Pierre, donc on n'allait pas annuler l'émission. Merci. Voilà. Nous parlerons du réarmement démographique, c'est le thème de notre débat de ce soir. Messieurs, j'espère que ce débat sera de haute voltige. Justement, billet d'humeur cette semaine. Avec une humeur, on a un générique, on a un jingle normalement. Oui. D'Artagnan, Tom Jingle. Merci, mon cher D'Artagnan. Humeur printanière aujourd'hui, c'est de circonstance, m'a-t-on dit, pour paraphraser les grands auteurs. C'est le printemps, les amis. François Asselineau, bien sûr. Et pas que, figurez-vous, car c'est également la journée internationale du bonheur, oxymore, à la vue des temps moroses que nous traversons. Mais j'ose espérer que ce rendez-vous désormais incontournable du mercredi soir vous égaye, que dis-je, vous passionne de la plus noble des manières. Bonheur donc, certes, mais c'est également la journée de la francophonie. Ô chers débattants, je serais plus ignorant encore que l'ignorance de croire que cette joute ne sera point de haute voltige quand je comprends que ces deux ténors, et guidés par la passion de l'éloquence, n'attendent que de savoir auprès de nos viewers la puissance de leur capacité à convaincre un large auditoire. Aussi, animateur que je suis, je n'instruirai pas plus longtemps la chape de plomb du suspense que ce débat, tant sur la pétulance du verbe que sur la rigueur de l'esprit de fond, apporte pédagogie, clarté et s'inscrivent, une fois de plus, dans la matrice de notre ligne éditoriale, essence même de notre projet. Messieurs, j'ai confiance en vous, et c'est toute la grâce que je vous souhaite. Bien, merci. Merci à tous. Top jingle pour la revue d'actu. Mon cher D'Artagnan. Il n'y a pas de jingle pour la revue d'actu. Je pensais qu'il y en avait un. C'est pas grave. Non, ouais, vous appréciez les backstage, chers amis. C'est pas grave, on bascule sur la revue d'actu directement avec une première actualité cette semaine liée à la polémique à Sciences Po Paris autour d'une conférence et d'une étudiante qui se serait vue refuser l'accès à cette dernière. Je vous pose une question finalement très simple. Quel est votre point de vue autour de ce sujet qui a enflammé littéralement les réseaux sociaux et les chaînes d'information ces derniers jours? Cher Pierre, je te laisse la parole. Le sujet, c'est qu'il n'y a pas de sujet. Parce que l'étudiante s'est expliquée dans le Parisien et elle a dit non, on m'a pas empêché d'entrer. Elle a dit non, on m'a rapporté que apparemment, mais elle a pas été insultée et on lui a permis d'entrer. Donc il y a pas de sujet. Le seul sujet, c'est comme d'habitude qu'il y a une stigmatisation de ceux qui défendent la cause des Palestiniens. Mais en fait, la question, c'est même pas qui défendent la cause des Palestiniens, c'est de ceux qui défendent la paix. Parce que dans la conférence à Sciences Po, dans la journée d'occupation de l'amphi, il y a eu tout un tas de sujets qui ont été abordés. Il y a eu des discussions avec un réfugié palestinien et un professeur à la fac de Jérusalem. Il y a eu une conférence sur qu'est-ce que la judéité. Il y a eu quelques jours avant, Rima Hassan, juriste spécialiste du droit international, qui est venu à Sciences Po. Et d'ailleurs, l'UEJF avait, à cette occasion-là, essayé d'empêcher cette conf. Donc, en tout cas, à ce moment-là, il n'y a pas de sujet.
ça a été monté en épingle après très clairement, mais en tout cas, c'est pas moi, j'y étais pas, mais en tout cas, de ce que des camarades qui étaient là-bas m'ont rapporté, mais surtout du témoignage de l'étudiante en question, il n'y a pas eu de sujet. Les militants de l'UEJF ont tenté de perturber cette conférence, et pourtant après on les a autorisés à rentrer. Donc le seul sujet, c'est comment est-ce qu'a été monté en épingle cette tentative vaine de polémique. Et pourtant, le sujet qui devrait nous occuper, c'est les 32 000 morts à Gaza. La libération des otages aussi, et comment est-ce qu'on construit la paix au Moyen-Orient, parce que si aujourd'hui il y a l'intervention inhumaine et que la Cour internationale de justice qualifie comme un génocide potentiel à Gaza de la part de Tsahal, c'est aussi comment est-ce qu'on empêche l'embrasement de la région, parce que il y a et il faut saluer le sang-froid des autorités libanaises, il y a les incursions israéliennes en territoire libanais, mais surtout il y a le massacre à Gaza qui devrait tous nous occuper et qui en plus empêche la libération des otages. Donc comme la France insoumise le redit depuis le 7 octobre, on appelle à un cessez-le-feu parce que c'est le seul moyen de construire la paix. Est-ce que, Gabriel, selon toi, cette affaire a été montée en épingle par les médias ? Alors moi je suis plutôt d'accord avec toi sur ce sujet et on va pas reprendre ce que tu as dit, tu l'as très bien dit. Je pense que le plus intéressant, enfin pas le plus intéressant, le plus important à dire, c'est que si ces affaires-là sont montées en épingle et si justement on en arrive à de telles extrémités, c'est que le climat est délétère. Et il est délétère depuis le 7 octobre en France. C'est-à-dire qu'on a une importation d'un conflit avec beaucoup de passion et c'est vrai qu'on nous regarde, dans les discours qu'on entend, dans les prises de position politiques, etc., il y a plus d'émotion que de sang-froid. Alors après, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que l'objectif c'est la paix. L'objectif aussi c'est de ne pas basculer dans un antisémitisme qui serait délétère et une islamophobie pareillement. Bien que c'est vrai que les chiffres du ministère de l'Intérieur que je n'ai pas. Note une augmentation des deux, plus fort des actes antisémites, mais aussi plus fort des actes islamophobes. Et c'est vrai que la situation à Gaza, je vais pas revenir dessus parce qu'on est d'accord, c'est dramatique. D'ailleurs, juste petit point comme ça. Il y a une BD qui s'appelle Gaza, alors je reprends juste l'auteur, c'est Joe Sacco, qui rencontre justement, il a fait tout un travail journalistique et une BD par la suite qui rend compte de la situation bien avant les événements du 7 octobre. Et donc du coup nous sommes complètement d'accord, c'est-à-dire que c'est une situation dramatique, ce corridor qui pose tout un tas de problèmes humanitaires voilà, puis aussi aucune possibilité d'épanouissement des populations qui y vivent. Bon, mais sinon revenir sur l'antisémitisme qui a cours depuis le 7 octobre et qui, je pense, est un véritable problème. Depuis 2020, la LICRA observe une augmentation de l'antisémitisme, notamment par le biais des réseaux sociaux, avec tout un tas de théories complotistes. Et c'est vrai que depuis l'arrivée de la guerre, eh bien cet antisémitisme se dévergonde, se normalise, et ça c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que voilà, moi je pense qu'il faut la paix, il faut dénoncer les exactions commises par Israël sur la bande de Gaza. Je pense aussi dénoncer, enfin c'est pas je pense, je l'affirme, il faut dénoncer le terrorisme du Hamas sur Israël, c'est-à-dire que voilà, mais il faut aussi dénoncer l'antisémitisme qui monte, et il faut pas jouer le jeu de l'antisémitisme plus que de raison, voilà. Pierre, non, pas plus que de raison, pardon. Non, du coup, oh là, malheureux. Non, pardon, excusez-moi. Sa langue a fourché, on la l'excuse fatigue, évidemment. oui. Voilà, la fatigue. Pierre, une réaction ? Je suis plutôt d'accord. Moi, ce qui m'a aussi atterré dans la séquence, c'est l'attitude de Gabriel Attal et du gouvernement. Il a débarqué au conseil d'administration de Sciences Po. Il a débarqué pour faire le cow-boy, et il a dit Sciences Po sera administré. Bah non, la liberté, on peut pas, ce gouvernement qui est le premier à libéraliser tout et n'importe quoi, à donner plus d'autonomie aux universités contre le bon sens, contre l'égalité des chances, dès qu'il y a quelque chose qui ne leur plaît pas qui est légal, attention, qui juste ne leur plaît pas, débarquent et font les cow-boys et la police de la pensée. C'est inacceptable, parce que premièrement,
l'indépendance des profs. Et donc, du coup, en réaction à ça, il y a eu tous les profs de Sciences Po qui ont signé une tribune pour dire non, on ne se comporte pas comme ça en France vis-à-vis des universitaires. Il y a aussi eu une tribune de 33 étudiants juifs et juives de Sciences Po qui ont dit non. Ce qui s'est passé ce jour-là dans l'amphi Boutmi, rebaptisé amphi Gaza, ce n'était pas antisémite et c'était juste un appel à la paix. Et donc le problème dans la séquence, c'est l'attitude du gouvernement. Et oui, sur l'augmentation de l'antisémitisme, on est tout à fait d'accord. Et à la France Insoumise, on a toujours été très clair. Pas d'antisémitisme en République. Mais sauf que ceux qui aujourd'hui font la chasse aux antisémites et qui en voient partout sont ceux qui font la courte échelle au Rassemblement national et sont ceux, par exemple, on pourrait prendre un exemple, M. Darmanin, qui écrit dans un livre fin 2020, qui au passage, Marine Le Pen avait dit qu'elle pourrait le signer, il a dit que les Juifs ont un temps pratiqué l'usure. Et ça, c'est faux. Et c'est antisémite surtout. Et donc, l'antisémitisme est nourri aussi par Macron qui dit que Pétain a été un grand militaire, que Maurras a été un grand écrivain. Non, ce sont 2 traîtres à la patrie, 2 complices de crimes contre l'humanité. Donc l'antisémitisme, c'est un sujet sérieux. On ne joue pas avec et on n'essaye pas de... Au sujet du fait que aujourd'hui certains sont extrêmement mal à l'aise d'avoir apporté un soutien inconditionnel à Israël en voyant le massacre. Et Yael Braun-Pivet, par exemple, président de l'Assemblée nationale, avait dit « Tous ceux qui n'apportent pas un soutien inconditionnel à Israël sont des antisémites ». Et bah ça, nous on avait alerté dès le début que ça allait se passer comme ça si la communauté internationale ne tentait pas d'arrêter Israël. Parce que c'est pas la première fois qu'Israël débarque en vertu, pour le coup, avec un irrespect total du droit international, et fait ce qu'elle veut dans la bande de Gaza, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Et là-bas, on a des ressortissants français qui combattent aux côtés de Tsahal. Il y a encore une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux ces derniers jours, où on voit des ressortissants français qui combattent aux côtés de Tsahal, qui torturent des prisonniers palestiniens. Pas du Hamas, des Palestiniens, qui les insultent, qui se moquent d'eux parce qu'ils sont urinés dessus, qui disent clairement « nous allons les torturer ». Et ben moi, je veux que ces ressortissants français-là, qui en plus se vantent d'être sur le territoire national, je veux qu'ils soient jugés par la justice française, mais aussi par la justice internationale. Comme ceux qui ont commis les actes terroristes du 7 octobre, ils doivent être jugés par la justice internationale, car la justice internationale est le seul organe légitime pour juger et surtout pour ramener la paix. Faut un cessez-le-feu maintenant et permettre à la justice de se prononcer. Gabriel, sur les propos précisément du gouvernement, très rapidement avant de passer sur à la les propos du gouvernement, info. mais après on va pas faire une chasse, un ping-pong de qui a été le plus antisémite, parce que selon ma conviction profonde, ne pas condamner les attentats du Hamas contre Israël le 7 octobre a été, je pense, une faute politique et a encouragé... De qui ? De Mélenchon. Ah, mais on a condamné dès le premier jour. Mathilde Panot en conférence de presse quelques jours après qui hésite et qui finit par ne pas le dire. Non, on a toujours dit que c'était des actes terroristes. Bon, mais chacun y prendra sa part. Peut-être que le gouvernement joue un jeu, c'est politique, hein, c'est sûr, là, je te l'accorde totalement. Après, chacun doit prendre sa part dans ces problèmes. Ensuite, sur ce que tu as dit, sur Sciences Po et la police de la pensée, bon, ça me fait un peu rigoler parce que c'est vrai que Sciences Po est très idéologisé. 55% de ses étudiants ont déclaré avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2022, ce qui est très bien, c'est la démocratie. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'aujourd'hui à Sciences Po, il y a encore une place pour des étudiants du centre, de la droite ? Et c'est tout pour moi. Voilà. Mais voilà, donc en termes de police de la pensée, est-ce que justement il n'y a pas un renversement, est-ce que tu fais pas justement un renversement parce que nombreux sont les scandales qui éclatent sur notamment des problèmes démocratiques à Sciences Po Paris, mais également dans les IEP de province. Bon, ça c'était sur le sujet de la police de la pensée. Ensuite sur les ressortissants français qui se battent avec Tsahal. Alors c'est pas des ressortissants. C'est des Français, mais c'est des Franco-Israéliens. Oui, mais c'est des Franco-Israéliens qui se battent dans le cadre
qui se battent dans le cadre du service militaire obligatoire israélien. Oui. Alors après, on est bien d'accord. Non, mais c'était juste pour apporter une précision, parce que c'est vrai que sur cette question-là, et on pense que c'est des Français, comme les Français qui s'engagent dans la Légion internationale en Ukraine. C'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est des Franco-algériens, des Franco-israéliens. Mais donc du coup, ils sont tout à fait sous le coup de la justice française, surtout que là, sur des actes de torture, on parle de crimes de guerre, et la justice française est compétente pour les Français, mais aussi pour les étrangers. Mais pour les Français, elle est la plus compétente de toutes les juridictions. Et j'allais y venir, c'est-à-dire que et là, c'est là où je suis complètement d'accord avec toi, s'il y a crime de guerre, s'il y a torture, s'il y a un chef d'accusation, il faut absolument que ces gens-là soient jugés, parce qu'il en va du droit, et il en va du respect du droit. C'est-à-dire qu'une vie humaine vaut une vie humaine. Voilà. Donc ça, on est complètement d'accord. N'hésitez pas à réagir en tout cas à ce début de débat, en tout cas une revue d'actu animée pour une première actu, hein, mais c'est bien hein, messieurs, continuez ainsi, on est sur le bon chemin. Deuxième actu maintenant, des tensions après le décès d'un jeune de 18 ans, tensions à la Courneuve, à Clichy-sous-Bois également ces derniers jours, après la mort de Wanis, donc 18 ans. La France insoumise évidemment déplore ce décès et parle à nouveau d'un racisme systémique, je cite, dans la police, c'est les propos de votre député Thomas Porte. Question très simple, comment peut-on en faire un lien avec l'état actuel de notre société, selon finalement votre vision à tous les deux de la société? Gabriel, on va commencer par toi cette fois-ci. Bien, avant toute chose, la mort du jeune homme est un drame. Nous devons à chaque fois déplorer les morts qui surviennent après, qui sont de cette cause-là, on va dire. Après, il faut aussi distinguer, et je vais mettre des grandes guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux débats. C'est quand la police t'arrête, tu t'arrêtes. Voilà. Par contre, ça ne vaut pas une peine de mort. Hein. C'est-à-dire que c'est deux débats. Non, mais c'est deux débats. Mais je voulais avoir vraiment je voulais le dire parce que on a tendance à prendre l'événement que ça constitue en groupe, dans sa globalité, et on oublie de dire que quand la police nous arrête, on s'arrête. Voilà. Après, ça ne vaut absolument pas de se faire tuer. On peut penser à Naël, par exemple, qui est c'est dramatique. Voilà. Ça, c'est dramatique. Et voilà. Bon. Sur le racisme dans la police, le racisme systémique dans la police, etc., moi, franchement, je ne pense pas qu'il y ait un racisme systémique dans la police. Ah, donc ça veut dire que la Défenseure des droits et l'ONU disent n'importe quoi. Non, c'est parce que oui, je pense qu'ils disent n'importe quoi pour le simple fait qu'il y a des éléments racistes dans la police. Et je pense qu'il y a aussi des éléments violents dans la police. Ensuite, il y a aussi un autre pan qu'on ne voit pas, mais c'est que la société devient de plus en plus violente. Alors après, par rapport à quoi ? Il y a une forme de violence qui se développe et les policiers ne sont pas en reste là-dedans. Mais c'est pas toute la police, parce que aussi les policiers c'est un engagement. Je veux dire, ça reste des êtres humains derrière l'uniforme. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des règles et qu'ils ne doivent pas respecter, déjà la loi, mais en plus des règles en plus parce qu'ils sont policiers. Complètement d'accord avec toi, ils sont garants de l'autorité publique et ils ont la puissance, ils sont investis de la puissance publique de faire usage de la force. Oui. Donc du coup, l'usage de la force doit être proportionné par rapport à ce qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire qu'on les braque avec un pistolet. Mais sauf que là, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Alors après... Là, c'est un scooter qui parle tout seul, dont les policiers ont déjà la plaque, et la voiture, donc du coup, c'est une voiture de la BAC, qui change de fil, parce qu'un taxi ralentit et qui percute de face le scooter. BAC du 93 dont on pourra reparler parce qu'il y a des gros problèmes dans la BAC du 93. Il y a une unité de la BAC du 9-3 qui a été dissoute à Saint-Ouen. Ça n'arrive jamais qu'une unité de la BAC soit dissoute. Et donc l'unité a été dissoute, mais les composantes de cette unité ont été réparties dans les polices municipales par-ci, dans les polices nationales par-là, dans les BAC ailleurs. Et là, donc, ce qui est à minima un homicide involontaire, à minima, si ce n'est volontaire, c'est l'enquête qui le déterminera, si ce n'est volontaire, le policier n'est pas en garde à vue. Pourquoi ? Enfin, on a tout, on a les vidéos, on a son nom, on a la plaque de la voiture, on a tout, il n'est pas en garde à vue. C'est
clairement un signe d'impunité. Et sur le racisme systémique, il y en a dans la population, il y en a dans la police, et clairement, c'est toujours les mêmes personnes qui sont contrôlées, et c'est toujours les mêmes personnes qui sont tuées. Que ce soit lors des contrôles routiers ou tout simplement par la police. C'est toujours des jeunes hommes racisés de classe populaire. En France, suite à un contrôle routier, il y a eu 18 morts en 1 an et demi. Ça fait plus d'1 par mois. En Allemagne, sur 10 ans, il y en a 1. C'est quoi le souci ? Gabriel, le souci, c'est l'emploi de la police. Un souci dans la doctrine policière, ça, on en discutait justement avec un ami pas plus tard que tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut peut-être refondre cette doctrine sécuritaire, et ça on est d'accord, et notamment sur l'usage, parce que je vais digresser, mais c'est pour donner mon point de vue sur une globalité, sur une généralité, c'est la doctrine en termes de maintien de la paix, quoi. Oui, mais c'est enfin, les policiers sont des gardiens de la paix. Là, ils sont des forces de l'ordre. Oui. Et sur la BAC, c'est la dissolution. Enfin, c'est des cow-boys. À un moment, c'est des cow-boys qui font ce qu'ils veulent. Et encore plus dans les quartiers populaires. Et moi, je pense qu'à Marseille... Il y a un engrenage de la violence, quand même. Il y a un engrenage de la violence. Mais la violence diminue dans la société depuis les années 80. On est d'accord sur le fait que une unité de BAC qui ferait... parce que bon, c'est vrai qu'il y a souvent des... alors, pas des scandales, mais on entend souvent parler de violence de la part des policiers. Et d'ailleurs, ils doivent être irréprochables, ces gens-là. C'est-à-dire qu'on est d'accord. Ils ont une mission. Bon, après, comme je disais, ça reste des êtres humains. C'est pas du tout une justification. J'apporte juste une forme de nuance pour dire qu'un engrenage de violence... Enfin, on est dans un engrenage de violence dans les quartiers populaires, et c'est pour ça qu'il faudrait, selon moi, s'asseoir autour d'une table, c'est métaphorique, hein, et discuter. Mais il faudrait refondre le lien qu'il y a entre la police et la population. Justement, pour refondre le lien, on a une proposition très claire. Juste terminer, moi, je suis pas racisé, mais plus jeune, je me suis fait contrôler souvent, et il m'est arrivé d'avoir peur, oui, notamment une fois où c'était très limite. Mais bon, je me suis soumis au contrôle. De toute façon, j'avais pas trop le choix. Mais donc du coup, je comprends de quoi on parle. Comme je disais, ça m'est arrivé d'avoir peur, et donc du coup développer une méfiance envers la police, ce qui est délétère, parce que c'est ceux qui sont censés nous protéger. Il y a dans la police, dans la gendarmerie, il y a une phrase qui circule souvent, c'est les policiers et gendarmes sont le SAV de la société. On les appelle jamais quand tout va bien. Et là, justement, bon, donc déjà, pour revenir sur le lien police-population, nous on propose, à la France Insoumise depuis plus de 10 ans, le retour de la police de proximité. Qu'est-ce que ça veut dire, un peu trivialement ? C'est très caricatural ce que je vais dire, mais on comprend bien le sens. C'est les policiers qui, un mercredi après-midi, vont jouer au foot avec les gamins qui jouent au City. Évidemment, c'est pas... Enfin, voilà, en fait, c'est connaître la population, la dissolution de la BAC. C'est pas un peu utopique, ça ? Mais non, mais c'était déjà le cas. La police de proximité, c'est jusqu'en 2002, c'est 81, 2002. Et ça marchait très bien. Et même le président Macron, hier, lors de son déplacement à Marseille, il a rouvert la porte au retour de la police de proximité. Mais il en parlait en 2017. Il en parlait, mais sauf que, comme à peu près toute mesure progressiste, il a à peu près tout enterré. Moi, il en a parlé hier à la demande des habitants de Marseille. On a un député de Marseille, Sébastien Delogu, qui est élu des quartiers nord, un député insoumis, qui participe à toutes les réunions des collectifs de familles marseillaises qui demandent le retour de la police de proximité, une autre approche de l'emploi de la police. Sur le fait que la police ne doit pas être le SAV de la société. C'est parfait que tout ça... Non, c'est pas qu'elle ne doit pas, c'est qu'elle l'est. Oui, elle l'est, mais elle ne doit pas l'être. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de moyens dans l'école. Et par exemple, dans l'école, là, dans le 93, il y a la plus grande grève des instits et des profs dans le 93, de toute l'histoire. Et elle est ultra suivie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Elle n'est pas tant suivie que ça. Hein. Elle est très suivie pour une grève de profs départementale. Non, dans le département. Okay, parce que c'est 6% à l'échelle nationale. Oui, mais c'est une grève qui est appelée en 93. Oui. Mais parce qu'il faut savoir que le lycée le mieux doté du 93, il est moins bien doté que le lycée le moins doté de Paris. Donc il y a une inégalité systémique. Et s'ajoute à ça le fait que dans ces zones, mais comme dans les zones rurales, c'est plus compliqué de sortir. Il y a moins d'investissement pour les sorties culturelles, les bâtiments, les transports, c'est la galère. Donc
c'est global. La police n'a pas à être le SAV de la société. Elle n'a pas à l'être, elle l'est parce qu'il n'y a pas d'investissement, mais dans tout le reste. Mais non, elle l'est. En fait, bon, on va conclure, messieurs. Mais je comprends ce que tu dis, mais elle l'est de fait parce qu'on l'appelle jamais quand tout va bien. Une femme l'appelle quand elle se fait taper par son mari. Oui, c'est l'essence de la police. Oui, mais c'est l'objectif. C'est l'objectif, mais c'était pour apporter justement la nuance et dire que c'est des gens qui ne voient jamais, qui travaillent dans ce que la société a de plus sombre. Oui, mais il faut, c'est l'essence du métier, de leur engagement, etc. Mais il faut le prendre en compte parce que ça reste des êtres humains et je pense qu'on est tous attachés à la bonne santé mentale des et gens. Justement là-dessus, Dernier mot. Oui, la police est le deuxième corps de métier, le premier corps de métier, pardon. On se suicide le plus en France. Le seul groupe parlementaire qui a demandé une commission d'enquête là-dessus, c'est la France Insoumise. Ça a toujours été rejeté par la droite, l'extrême droite ou les macronistes. Pourquoi ? Parce que, comme d'habitude, c'est une question de conditions de travail et ça, le gouvernement refuse de s'y attaquer. Oui, mais bon, enfin, si on tout veut parler, dernier mot. Oui, tout dernier mot, mais bon, c'est vrai que si on veut associer France Insoumise et police, c'est souvent des propos qui vont à l'encontre de la police et qui justement créent un malaise. Et lesquels ? Le fait surtout que on a un vote extrêmement fort à l'extrême droite parmi les policiers. C'est un marqueur flagrant du fait que la gauche les a abandonnés. Mais la gauche les a abandonnés. Mais la gauche les a complètement abandonnés. C'est à force de les stigmatiser. Une augmentation. Parce que à dire qu'il y a un racisme systémique dans la police, c'est-à-dire que tous les policiers sont des racistes en puissance. Du coup, l'ONU est insoumis. Mais non. Donc du coup, c'est l'ONU qui le dit, mais c'est la France Insoumise qui le porte. On se cache souvent. Mais on se cache de rien du tout. On s'occupе de la société et donc on se base sur des faits, sur des rapports, sur des chiffres. L'ONU normalement, qui vient mettre ses doigts là-dedans, ça veut dire que la situation elle est catastrophique. Il y a certains policiers, mais c'est aussi le problème de la chaîne de commandement et qu'il n'y a pas de sanctions et donc ça crée une situation d'impunité. Par exemple, dans le 93, à Pierrefitte-sur-Seine, il y a la police municipale, des agents de police qui se baladaient avec le logo du Punisher. Qui a un logo d'extrême. Ils n'ont même pas été punis, ils ont été augmentés, ils ont été couverts par leur hiérarchie et c'est inadmissible et ça dégrade le lien police-population parce que si les policiers qui ne sont pas exemplaires sont pas punis, ça montre le mauvais exemple et deux, mais ça on est complètement d'accord. Ça montre que messieurs, ça on est obligé par le temps. Bon, 10 secondes. Ouais, 10 secondes, mais juste pour te dire que je suis complètement d'accord avec toi, mais voilà, encore peut-être faire la différence et pas dire toute la police, mais des éléments qui sont problématiques, peut-être des éléments qui sont nombreux, mais des éléments qui sont problématiques parce que sinon il y a des policiers et des policières qui font très bien leur travail et qui sont pas racistes, qui sont pas violents et qui aimeraient juste évidemment le problème c'est le système. Et on en fera un débat très prochainement, je l'espère, et je vois que sur le live vous réagissez beaucoup. Merci beaucoup à vous et poursuivez, n'hésitez pas à poursuivre le débat passionnant. Merci messieurs, c'était difficile de vous arrêter mais en même temps il y avait une telle fougue que voilà. D'Artagnan, une petite précision sur les caméras je crois pour Gabriel, n'hésite pas, il y a un petit souci technique je crois. Ça fait bugger la caméra. Ah oui, voilà. C'est la potion magique qu'il a bu avant l'émission qui le revigore. On va passer au Qu'est-ce Cookie avant de passer à la première chronique de la soirée de Flavien. Qu'est-ce Cookie, on devine une actu, voilà, cette semaine. Et cette semaine, donc si vous avez suivi ce débat depuis le début, cette revue d'actu, c'est une actu internationale. Que l'on va traiter ce soir. Je vous laisse deviner, messieurs. On va commencer par un pays. Proposez-moi des noms de pays et puis c'est un premier indice. Je dirais Ukraine. Non. J'allais. Actu internationale. Très récente. Oui. Ah oui, si. Russie ? La Russie. Ok, bon. C'est soit les élections présidentielles. Ok, les élections présidentielles russes. Voilà. Okay. Il a été tellement rapide que vous n'avez même pas le temps d'écrire. Je le vois là sur vos tablettes ou téléphones. Oui, les élections présidentielles russes avec la réélection de Vladimir Poutine à plus de 87%. Élection légitime ou pas, ça, je vous laisse en juger chez vous. Mais bon, c'est vrai que il y a de forts indices qui tendent au... Sans blague. Au contraire. Ta réaction, Pierre ? Ta réaction parce que, mine de rien, les médias et certains partis politiques accusent la France insoumise de connivence avec le pouvoir russe. C'est aussi l'occasion de préciser ce point de vue-là. Pierre, ta réaction ? Nous, nos alliés politiques en Russie, à la France insoumise, ils sont en prison.
C'est les militants des socialistes pour la paix menés par Alexei Tsakhnine. Il y a des militants de ce parti politique-là qu'on héberge, dont on paye les loyers, dont on leur permet de vivre, et c'est bien normal parce qu'ils ont eu bien du courage de s'opposer à Vladimir Poutine, déjà en temps normal, mais encore plus en temps de guerre. Cette élection, on est d'accord qu'elle n'est pas honnête. Mais de toute façon, il faut faire avec lui. Enfin, maintenant, il était là avant, il est là maintenant. Voilà, mais donc du coup, la France ne reconnaît pas, elle reconnaît des États, elle ne reconnaît pas des régimes. Un de nos premiers partenaires commerciaux, c'est l'Arabie Saoudite, qui est un État pas plus démocratique que la Russie, et pourtant on discute avec. Et là, avec Poutine, c'est pareil. On doit discuter avec pour construire la paix en Ukraine, parce que on n'a pas le choix. C'est obligatoire. Et puis, sans parler de guerre en Ukraine, hein, il faut parler avec Poutine parce que c'est une puissance, alors militaire, mais pas en termes de guerre en Ukraine forcément, mais en termes, par exemple, d'ingérence sur les réseaux sociaux, etc. Mais aussi en termes économiques. Moins ces derniers temps, bien évidemment, mais c'est très important de discuter avec la Russie. Bon, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Il n'y a pas une forme de complaisance, mine de rien, parce que certains partis disent qu'il faut absolument pas traiter avec la Russie et qu'on doit... Mais d'accord, mais donc du coup on leur déclare la guerre. Enfin, la question c'est... il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit on discute, on construit la paix, soit on se fait la guerre. Moi j'ai pas envie, parce que déjà premièrement l'objectif c'est la construction de la paix, et pour moi le chemin le plus court vers la paix c'est la discussion, c'est la diplomatie, parce qu'en fait on a toujours fait que ça. Il n'y a qu'une seule guerre dans l'histoire qui s'est terminée sans traité de paix, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et moi, si la règle de la loi de la guerre, des grandes lois de la guerre, c'est on doit se faire la guerre avec des dizaines de millions de morts pour qu'il n'y ait pas besoin de discuter, moi je veux dire, on discute avant les dizaines de millions de morts, parce que là il y a déjà des centaines de milliers de morts. Faut que ça s'arrête le plus vite possible. Et donc du coup pour ça faut discuter, et en plus on a les cadres. Il y a l'ONU, même si c'est pas un cadre parfait, il y a l'ONU, il y a l'OSCE, l'Organisation de coopération et de sécurité en Europe, dont l'Ukraine est membre, dont la Russie est membre, dont les États-Unis sont membres, et toute l'Union européenne. Il faut en discuter. Après, il faut en discuter, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est juste, je vais aller un peu plus loin, étayer. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, la diplomatie, elle rencontre quand même des embûches. Alors, je dis pas qu'il faut surtout pas rentrer en guerre. Hein. C'est la paix qui doit primer, et la paix par la discussion. Mais on se retrouve buté sur un problème, c'est le fait que Vladimir Poutine ne veuille pas discuter. Non, c'est pas, en tout cas c'est pas ce qui a été dit au chef de parti la semaine dernière lors d'une réunion à l'Elysée. Macron a dit au chef de parti Poutine est prêt à discuter. Oui, et Zelensky est prêt à discuter de certaines choses. À un moment, quand ils sont prêts à discuter, même si c'est pour un cessez-le-feu temporaire, certains partent d'une trêve olympique. On va commencer par ça, une trêve de 2 semaines pendant les JO qu'on va essayer d'étaler. Poutine et Zelensky sont d'accord pour envoyer des casques bleus autour des centrales nucléaires. Il y en a 16 en Ukraine. Pour qu'elles ne soient pas touchées et que ça provoque une catastrophe à plus grande échelle. Petit bout par petit bout, la paix se construira. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Et quelle est ta réaction par rapport aux propos d'Emmanuel Macron qui a laissé supposer... les propos d'Emmanuel Macron, où il dit qu'il envisage d'envoyer des gars, comme il dit, en Ukraine. Pour créer une ambiguïté stratégique. L'ambiguïté stratégique, parfait. Il y a tous nos alliés qui ont dit c'est une idée débile. C'est pas tout à fait ce qu'il a dit. Quand on oblige à sortir du bois tous nos alliés, il n'y a plus d'ambiguïté, parce que maintenant on sait exactement ce qu'on va faire. Gabriel, les rouges, les autres les ont posés. Mais c'est pas tout à fait ce qui a été dit. Ce qui a été dit, c'est qu'il n'excluait rien. C'est-à-dire que l'envoi de troupes n'était pas et après il a rappelé aujourd'hui. dans un truc très viriliste, avec ce qui nous est raconté par les journalistes, un verre de whisky à la main, je vais sûrement devoir envoyer des gars là-bas. Oui, bon, ça c'est en off, on n'a pas de preuves, mais bon, peut-être, etc. Mais en tout cas il s'est expliqué là-dessus la semaine dernière. Il a réitéré. Il a réitéré le fait qu'il y aurait qu'il n'écartait rien aujourd'hui, parce que rien n'est à écarter. Après, si tu veux mon sentiment profond, je pense qu'il faut absolument pas il ne faut pas rentrer dans la guerre, mais bien on est complètement d'accord là-dessus. Je veux dire, ce serait catastrophique. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là aussi. Oui. Et puis voilà, après c'est vrai que le problème c'est que ça a créé un tollé, ces propos ont créé un tollé, mais bon, restons factuels, c'est pas ce qui a été dit. Après, sur l'ambiguïté stratégique,
peut-être, quoique je sais pas vraiment à quoi ça sert Encore une politiquement. fois, c'est le deuxième épisode en 3 mois où Macron se fait humilier internationalement par tous nos alliés. Il avait déjà proposé une coalition internationale contre le Hamas sur le modèle de celui contre Daesh. Tous les alliés ont dit non. Et ça fait 2 humiliations en 3 mois pour la 4e puissance du monde. Sur la coalition contre le Hamas, c'est pas une humiliation. Si ils proposent, ils peuvent dire non. Mais ça marche pas comme ça en diplomatie. On lance pas des idées, on lance pas des anathèmes, on parle de la paix, c'est un sujet sérieux. Oui. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on discute avec les alliés. Mais regarde, si ça avait été suivi dans l'opinion publique des pays concernés, par exemple, ça aurait pu être possible. Oui, sauf que c'est pas le cas. Et ça n'a pas été le cas, donc c'est un échec, mais on peut pas dire que c'est une humiliation. C'est un essai, c'est... Oui, à un moment, quand tout le monde dit non, mais ça va aussi avec quelque chose, c'est que et ça va avec le fait que il y a un abandon progressif de la voie diplomatique. Mais il y a un abandon progressif à l'international, mais aussi nationalement. Macron a fait ce qu'on appelle la réforme du corps diplomatique, c'est-à-dire que nos diplomates ne seront plus des professionnels de la diplomatie. Ce sera des copains qui seront nommés à droite, à gauche, histoire d'être bien serviles et de bien suivre la ligne de l'Élysée. Et ce ne seront plus des pros, plus des gens qui auront la connaissance des pays, plus des gens qui auront la connaissance des conflits et des enjeux, et donc on va encore perdre de l'influence diplomatique. Il y a 20 ans, on était encore le 2e réseau diplomatique du monde. La semaine dernière, on est passé à la 7e place. Derrière des pays comme la Turquie, qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Normalement, en termes de diplomatie, les 5 premières places sont réservées aux 5 membres permanents du Conseil, parce que c'est eux qui sont tout le temps à l'endroit où se prennent les décisions. Dernière réaction, Gabriel ? Non, mais j'ai tout dit sur ça. Je pense que... dernière réaction par rapport à quoi ? Par rapport à ses propos, justement. Oui, bon, je maintiens que c'est pas une humiliation. Ça n'a pas été suivi. Après, bon, sur les propos, sur l'envoi de troupes, etc. Oui, là, bon. Parce que la rhétorique derrière et le fait de dire non, mais qui veut la paix prépare la guerre, c'est faux. Qui prépare la guerre obtient la guerre. C'est l'exemple historique. Mais si, qui veut la paix travaille à la paix. On discute, on prend des initiatives qui sont concertées, qui sont cohérentes. Il y a des appels dans le vide du Brésil depuis plus d'un an et demi rapport pour la de paix. force. C'est-à-dire que et donc il faut aller chercher les alliés qui sont cohérents. Le Brésil, 250 millions d'habitants, qui était président du Conseil de sécurité de l'ONU juste avant la France qui vient de prendre la présidence, il n'y a pas eu de dialogue entre les deux, alors que c'était clairement le camp de la paix. Il n'y a pas de cohérence diplomatique. Il fait des coups. Gabriel, Alors après, c'est aussi des coups politiques, parce que ils doivent rendre des comptes au peuple français aussi. C'est-à-dire que là, il y a justement il fait rentrer l'opinion publique dans ce jeu-là, dans ce jeu diplomatique. Alors après, est-ce que c'est bien ? Personnellement, je pense que c'est pas bien, voilà. Parce que quand tu as trop de comptes à rendre, ça peut, enfin, voilà. Il est élu pour ça. Il est le chef de la diplomatie, donc à un moment, il faut qu'il assume. Il n'est pas non plus élu parce qu'il a une ambition personnelle aussi à l'international. Il n'est pas élu pour faire n'importe quoi avec la parole de la France. Oui. Non, mais c'est clair, mais il est élu pour ça. Constitutionnellement, il est. Oui, d'accord. Mais la France qui en 2003, pendant la guerre en Irak, était la parole écoutée dans ce qu'on appelle le Sud global, qui est un terme que je reprends pas du tout mais qui permet de simplifier, était écouté, était respecté. Aujourd'hui, on passe pour des marioles parce qu'on n'a pas de constance, on n'a plus de diplomatie, on n'a aucune cohérence, on a une politique étrangère à géométrie variable, on parle de manière extrêmement irrespectueuse de gens qui devraient être nos alliés naturels. Je pense à toute l'Afrique francophone. Quand le président Macron va au Burkina Faso et qu'il y a une coupure de courant dans la fac, que le président burkinabé se lève par hasard et qu'il lui dit « Ah, c'est marrant, le président burkinabé va rallumer l'électricité et remettre la clim », évidemment qu'on n'est plus écouté, parce qu'on n'est plus respectable. À un moment, il faut être cohérent. En diplomatie, c'est la cohérence qui paye. Et là, ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et on espère faire un débat là-dessus très prochainement, sur la géopolitique. C'est très important, on parle beaucoup de sujets nationaux, sociétaux, mais la géopolitique a pleinement sa place. Et merci encore de réagir, je vois défiler les nombreux messages. Ah bah c'est super, voilà. Merci à vous en tout cas pour être très actifs ce soir, comme nos deux... Oui, c'est très intéressant. Voilà. Merci à vous. Mon cher Flavien, top générique, top jingle, en bref. Il est encore loin celui-là. Et je tiens, avant de passer la main à mon cher Flavien, à Flav, comme on l'appelle
entre nous, qu'il faut faire attention aussi aux fake news qui pullulent un petit peu sur les réseaux sociaux. Informez-vous via les médias traditionnels et via aussi les médias qui, en tout cas, sourcent leurs infos. Voilà, c'est très important de le rappeler parce que j'ai vu cette semaine, ces derniers jours, beaucoup de fake news passer, notamment sur cette question-là d'envoi de troupes en Ukraine. Avec tout un tas de commentaires d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut avoir raison gardée. Mon cher Flavien, c'était la précision que je voulais apporter. Mon cher Flavien, je t'en prie, c'est à toi. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue Pierre à l'émission. Merci. Bienvenue Gabriel à l'émission. J'espère que tu découvres les lieux, que c'est génial, que tu kiffes. Je reviendrai. Ah, tu reviendras, super, nickel. Les peintures sont fraîches. Rien que pour toi. Bon alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette chronique, c'est très simple. C'est un quiz, donc avec des questions sous différentes formes, vrai ou faux, choix multiples. Chacun donne un élément de réponse, c'est pas le plus rapide qui répond, qui a la bonne réponse qui gagne. À la fin on fait le cumulatif et le gagnant, le vainqueur, gagnera tout le respect et l'estime de l'équipe Tribun qui vaut évidemment tout l'or du monde. Beaucoup, voilà. Mais Gabriel et Pierre ne sont pas les seuls à jouer, vous pouvez aussi jouer chers viewers. Voilà, alors Théo... En appelant au 3680 et par SMS au 71313. 1 euro la surtaxe et... Plus que ça. Oula. Et Théo se chargera... on a besoin de dons donc... Théo se chargera donc de compter justement les scores par rapport aux viewers. Je vais essayer en tout cas. Il va essayer. Le vainqueur gagnera le viewer d'or qui lui permettra absolument rien, mais vraiment rien. Voilà. Alors première série de questions, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez compris? Oui. Nickel. Alors première question. Donc mise en jambe pour tester un peu vos connaissances et voir si vous suivez un peu l'actualité. Combien comptons-nous d'enfants nés en 2023? Petit indice, c'est en dessous d'1 million. 360. Oh, il a essayé de regarder dans ses fiches là. Ouais, je l'ai vu, Je crois de tête 378 que c'est 378 000 pour Gabriel. 680 000. Ah non, 680 000, 680 000. on parle bien en... 678 678. Et le juste prix est Alors attendez, on va répéter. Gabriel, combien? 678 000. 678 000. Moi dans ma fiche de tête, parce que c'est pas sur la première page, j'ai 680 mais ça doit être 678 du coup. Oh, ça se joue à 2000. 678 000. Bien joué Gabriel. C'était pas loin, hein. J'ai envie de te donner un point. Mais... On va faire un demi-point. Oh non, parce que la semaine dernière on a fait des demi-points, c'était galère de fou. Non, mais parce que je l'avais oublié et quand t'as dit 600, je fais ah oui, tiens. Bon allez, un point chacun, vous saoulez pas. C'est beau la fraternité. C'est beau. Deuxième question. En Europe, quelle est la place de la France au classement des pays selon leur taux de fécondité? Est-ce que c'est 23e, 19e, 17e ou bien premier? Premier. Bravo, vous êtes fort. C'est bien premier, effectivement. 2-2. Troisième question. Quel dirigeant, en décembre dernier, a lui aussi parlé d'un impératif en termes de réarmement démographique? Xi Jinping. Xi Jinping pour monsieur? Xi Jinping aussi. Alors, je suis pas assez sérieux parce qu'il a sûrement parlé de réarmement démographique, mais alors moi je parle de celui qui a parlé en décembre 2023. Je sais pas si ça peut vous aider. J'ai des propositions. Ok. Oui. Kim Jong-un, Jules César, Loïc Cotteret ou Jimmy Cherizier, entre parenthèses, alias barbecue, que vous connaissez Non, tous. mais je pense qu'on a. En fait, je suis un peu bête parce que j'ai dit décembre 2023, donc déjà la blague Jules César ça passe pas. Donc entre Loïc Cotteret et Cotteret. Le seul mec Kim Jong-un président du coup, quoi. ouais. Dirigeant national de J'aurais la dû liste. remis faire ma blague là. Ouais, c'était bien ça. Kim C'est Jong-un. insensé de m'associer à ça. Ouais. La Corée du Nord n'a pas que la démographie comme problème. Hein, C'est bon de le rappeler. Quatrième question. Donc, alors justement, par rapport à ce discours un peu militariste, c'est important de savoir ce que pensent les Français. Alors la question elle est simple. Combien de femmes en pourcentage ne veulent pas d'enfants en France? Oula, ça, ouais. Je dirais. Le plus proche. 20. 20% pour 20%. Pierre. Je dirais 30 du coup. 30. On a combien dans le chat là rapidement? Laisse-leur le temps de répondre. Et 49,3 il y a. 49. Alors. 25, 18. Nos viewers ont du temps. Eh ben non, Ah, c'était nos viewers ont du 13%. talent. Alors 20, tu m'as dit 30? 30. Ouais. Aïe 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 aïe, Pierre gagne le point. 3-2. Oh là là. Alors justement, il avait dit faites. Alors, non, rien du tout. Cinquième question. Alors, c'est un vrai ou faux notre taux de natalité actuel est le plus faible jamais enregistré, sans compter les deux guerres mondiales. Depuis Vrai. quand 1880. Vrai. Vrai. Effectivement. Donc là, on est à 5-4. Et c'est la première année. Hein. C'est la première année. C'est- 4-3, c'est- 4-3, c'est- 4-3, 4-3. Il y a un écart de 1. Bon, bah, on va essayer de vous départager davantage sur les voix. Hein. Ouf. C'est un exercice traditionnel pour ce petit quiz. Je vais laisser Théo lancer la première voix. À vous de la reconnaître. Ah, ok.
Là, c'est de la rapidité. Il Le faut premier qui est là. effectivement se projeter avec les nouvelles générations. On aura l'occasion de le redire, mais quand même, tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est vrai que c'est une ville dite. Ah là 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 là, Yann. les cœurs se crasent, les cœurs se crasent, aïe aïe aïe. Deuxième voix, s'il te plaît, Théo. Bonjour, c'est Manuel Valls, ancien Premier Manuel ministre. Valls. Bon, il l'a dit au début. En même je temps, crois, il le dit au début. Ouais, je crois qu'il. Ah bah, question de répétition. Oh là là. Donc là, on est à quoi, 6-3 mon cher Gabriel. Dernière voix. Ouais, voilà. Ok, Dernière voix, elle vaut 10 points. C'est bon, je suis pas désespéré non plus. Le capitalisme dit, grâce Le général de au Gaulle. profit, Non, j'ai un doute. Général de Gaulle. C'est ça? Bien joué, Ok, Pierre. ok, très bien. Oh là 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 là. Bien joué. Bon, bah, nous avons Mais le notre pire, il avait les vainqueur. réponses avant en plus. Ah ouais? Bah oui, t'avais les Je les ai réponses envoyés avant. par message. Non, mais je plaisante. Tu sais que toi. Non, bah, félicitations en tout cas, Pierre. Ouais, Tu as Bravo, donc gagné Pierre. toutes les stimes de tribun. Merci, Incroyable. merci. Et bah, continuez, messieurs, Bravo, c'est un chat super aussi. débat. Moi, je file. Je vais laisser la suite. Merci à toi, Flavien. Bisous, bisous. Et on peut l'applaudir évidemment. Bravo Flavien. Sans transition, ou presque, Gwendal, je t'en prie. La minute du sage, évidemment. Bonsoir à toutes et à tous. Le 16 janvier dernier, le président de la République annonçait la nécessité d'un réarmement démographique de la France. Cette expression n'a pas manqué de faire réagir les oppositions, mais nous le verrons par la suite. Pour l'instant, il convient de comprendre pourquoi la France aurait besoin d'un réarmement démographique. Selon l'INSEE, en 2023, c'est 678 000 bébés qui sont nés en France, soit 6,6% de moins que l'année précédente, et près de 20% de moins qu'en 2010. De plus, selon l'INED, l'indice conjoncturel de fécondité est aujourd'hui 1,79 par femme, le taux le plus bas depuis 20 ans. Cette tendance est en baisse constante depuis 13 ans. De plus, une personne sur 10 a 75 ans ou plus et l'âge médian est de 42,2 ans. Des statistiques qui, selon les projections, vont s'aggraver sensiblement dans le temps à cause du renouvellement générationnel rendu impossible au regard de ce que nous venons de voir il y a quelques instants. Donc, on observe une baisse des naissances et un vieillissement de la population. Cette situation s'accompagne de conséquences que je vais désormais vous détailler. La principale conséquence du déclin démographique est le financement de notre modèle social. Retraite, assurance maladie, allocations, etc. Reposant sur la répartition, c'est-à-dire sur la contribution financière des actifs. Le modèle de projection sociale français doit disposer d'un solde de cotisation supérieur au solde bénéficiaire pour être à l'équilibre. Autrement dit, plus de travailleurs que de non-travailleurs. Une baisse des cotisations et une hausse des bénéficiaires entraînent donc le système par répartition dans un déficit, ce qui serait très difficile à combler sans consentir à certains sacrifices. Il se peut donc qu'au regard de la situation, certaines aides de l'État soient raccourcies ou même supprimées. La seconde conséquence de ce déclin, et j'utiliserai le conditionnel, serait économique. En effet, il entraînerait le pays dans la décroissance économique par la diminution du nombre de travailleurs et corrélativement une baisse de la consommation des ménages. Ce constat est partagé par le centre et la droite, pour qui la croissance économique est une priorité. Toutefois, selon le démographe Hervé Lebras, il n'y a pas de corrélation tangible entre la croissance démographique et la croissance économique. Une partie de la gauche partisane de la décroissance pour des raisons
écologique ne considère pas ce déclin comme une catastrophe annoncée à l'instar du réchauffement climatique. Notons également que des personnalités politiques et associatives ont vivement dénoncé le réarmement démographique, arguant que l'utérus des femmes n'appartient à personne d'autre qu'elle-même. Enfin, pour terminer, il existe des solutions à ce déclin démographique. Nous pouvons en énoncer les 3 plus importantes. Premièrement, la mise en place de politiques natalistes qui prendraient la forme d'aide envers les jeunes couples, par exemple. Car il y a une corrélation entre la stabilité financière et la disposition à faire des enfants. Ensuite, on trouve l'accroissement de la durée de travail. Cela permet d'augmenter le nombre de personnes qui cotisent et de diminuer mécaniquement le nombre de personnes qui perçoivent un traitement de l'État. Pour terminer, nous pouvons également citer le recours à l'immigration pour assurer l'équilibre des finances publiques par le travail alors que sa population nationale décroît. L'État peut mettre en place des politiques d'immigration pour combler le déficit de travailleurs. Notons que chacune de ces solutions trouve des exemples plus ou moins récents dans l'histoire de la France, dans l'histoire contemporaine de la France. Excusez-moi. Ces dernières sont toutefois sujettes à controverse et peuvent avoir des conséquences sociales et politiques désastreuses. Vous l'aurez compris, le déclin de la démographie française est un sujet important sous le plan économique, politique et social. Je vous remercie à tous. L'heure de la joute a sonné, messieurs, avec une première question très générale, mais qui est importante afin d'introduire ce débat. Cette question est la suivante. Je la reprends, elle est là. Quels sont les principaux défis auxquels notre société est confrontée en raison du déclin démographique? Parce que ça explique notre débat ce soir, et je vais laisser la parole à Pierre pour commencer. Alors, il n'y a pas de déclin démographique, en tout cas en France. C'est dit. Oui, parce que entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, il y a eu plus de 100 000 personnes en France. Donc il n'y a pas de déclin, contrairement par exemple à nos voisins allemands, qui eux connaissent une baisse de leur population, qui fait que bientôt la France sera la première puissance démographique d'Europe. La France ne connaît pas le déclin démographique, il y a 200 000 habitants en plus par an en France. Et donc du coup, c'est pas il n'y a pas de déclin démographique en France. Pour autant, la population pose des questions. Pose une question écologique, pose une question économique. Elle ne pose pas par contre une question sociale, comme cela a été sociale au sens des cotisations et des prestations sociales. Parce qu'on a bien vu lors du débat de la réforme des retraites qu'on a largement moyen de financer les retraites, et même une retraite bien plus jeune, par exemple 60 ans, on peut largement la financer dans la situation démographique actuelle. Y a pas, c'est absolument pas une priorité, on en reparlera après, mais clairement, premièrement, c'est pas la priorité, et surtout, on parle pas comme ça. On ne parle pas de réarmement démographique, surtout quand on est le président qui met l'IVG dans la Constitution. Parce que parler de réarmement démographique, c'est vouloir clairement, et ça a toujours été comme ça dans l'histoire des politiques natalistes, contrôler le corps, contrôler l'utérus des femmes. Et si on veut parler de démographie, il faut aussi parler de natalité et d'infertilité, en fait. Et pourquoi il y a de l'infertilité en France? Donc il y a l'infertilité féminine et l'infertilité masculine. L'infertilité féminine, il y a plein de raisons, mais il y a par exemple l'endométriose qui toucherait entre 1,5 à 2,5 millions de femmes et qui n'est pas reconnue comme une affection de longue durée. Ça prend 7 ans de parcours médical avant d'en être reconnu. Je pense qu'autour de la table, on sait tout ce que c'est, mais pour les viewers, c'est des douleurs chroniques, c'est des difficultés du coup à avoir des enfants pendant la période des règles, mais aussi en dehors. Ça, c'est pas reconnu comme une affection de longue durée. La France Insoumise avait fait voter en 2022 une proposition de résolution. Le gouvernement ne s'est pas emparé du sujet, alors que pourtant, ça avait été une promesse de Aurore Berger, présidente de groupe, un peu plus tard. Et puis, chez les hommes, mais bon, ça, pour le coup...
c'est lié plus à des caractéristiques environnementales. Il faut lutter contre la pollution. Les perturbateurs endocriniens et tous les pesticides nuisent gravement, très gravement, à la fertilité masculine. Enfin, ce gouvernement est celui qui a réintroduit une partie des perturbateurs endocriniens qui aujourd'hui affectent grandement la fertilité masculine. Avec les néonicotinoïdes par exemple, on estime qu'un homme sur 5 aujourd'hui a des difficultés, ne serait pas aussi fertile que l'est la moyenne, et qu'un couple sur 5 aujourd'hui a des difficultés à avoir des enfants pour des questions de fertilité. Et donc du coup en fait le problème il est là, le problème c'est pas celui du réarmement démographique, le problème c'est celui de la fertilité et donc de l'infertilité du coup. Et justement Gabriel, y a-t-il déclin démographique ou pas ? Bien justement, ça m'étonne que tu dises qu'il n'y ait pas de déclin, enfin que tu considères qu'il n'y a pas de déclin démographique, parce que les chiffres le montrent, et puis surtout les démographes le montrent, le pointent. De 2022 à 2023, c'est moins 6,6%. Pas et de la population. depuis du si. Non, du nombre de naissances. Du nombre de naissances. Oui, mais sauf que ça augmente, mais moins vite qu'avant, mais ça continue d'augmenter. Ça Alors qu'en oui. Allemagne ou en Italie, c'est encore pire, parce qu'il y a 1,2 enfants par femme. Ça la population constitue diminue. quand même un déclin démographique, dans le sens où on a un vieillissement de la population et on a une impossibilité de renouvellement de cette population. Ensuite, tu as parlé de financement du modèle social, et spécifiquement de la retraite. Là aussi, on voit qu'en 2000, on avait 2 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, alors l'année dernière, c'est les chiffres pour la réforme des retraites, c'était 1,7 cotisants pour un retraité, et d'ici 2027 ce sera 1,5 cotisants pour un retraité. Donc ça pose un problème dans notre système par répartition. Bien évidemment que si, parce que si c'est les gens qui travaillent, les actifs qui travaillent, qui financent les inactifs, et ceux qui ne travaillent pas. Mais attends, donc c'est les gens qui, par leur travail, payent des cotisations sociales qui permettent de payer ça. Si on se retrouve dans une situation qui est déjà la situation actuelle, où on se retrouve avec une différence entre les recettes sociales et les dépenses sociales, on se retrouve à émettre de la dette pour justement combler ces déficits-là. Donc la solution, et je regrette qu'on n'en ait pas plus parlé, que ça n'ait pas plus été une justification l'année dernière pendant la réforme des retraites, de ce sujet, voilà, de dire qu'il y a une différence entre les cotisants et les retraités, et que ça pose un problème de financement. Donc si on recule l'âge légal de départ à la retraite, justement on pallie à ce problème. Enfin du moins on donne de l'air. Parce que voilà. Ensuite sur les politiques. Peut-être Pierre, non, te moi voyais trépigner là. Ouais, parce que en fait en 45, quand Ambroise Croizat crée la Sécu, il y avait à peu près 1,8 cotisants pour un retraité, 1,9 je crois. Aujourd'hui il y en a 1,5. Sauf qu'on produit 50 fois plus qu'à l'époque. 1,7. 1,7, oui, ouais, voilà. Donc on produit 50 fois plus qu'à l'époque. Donc la question, c'est pas est-ce que le gâteau est assez gros, il l'est largement. La question, c'est comment on le partage. C'est toujours la même question. Parce qu'aujourd'hui, et c'est la même chose pour la dette, c'est quelles sont les priorités. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3 000 milliards de dettes. Mais pourquoi ? Mais parce qu'on refuse de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Quand on supprime l'ISF, quand on fait pas la fraude, la chasse à la fraude fiscale, la chasse à la fraude aux cotisations sociales. C'est pour soutenir l'attractivité économique. Mais c'est pas vrai, ça a pas marché. Ça marche aujourd'hui. L'année dernière, alors non, en début d'année, je sais plus, récemment, dans les 6 derniers mois, peut-être dans les 9 derniers mois, bon, je suis pas très précis, mais la France a signé un gros contrat d'investissement dans la batterie Valais, je sais pas comment ils appellent ça dans le Nord, c'est justement parce que la France redevient attractive en termes d'investissement étranger. Sauf qu'en 2016. Non, mais je veux dire, ça c'est les politiques catégorisées de néolibérales, mais que je pense tout à fait pragmatiques dans la situation dans laquelle on vit. Après, sur la suppression de l'ISF, on pourra en parler. Est-ce que je suis pour... Je ne pense pas. Mon côté social pense qu'il faut qu'il y ait une contribution. Mais la politique du gouvernement, c'est surtout sur l'attractivité économique. Ensuite, tu t'as parlé de productivité. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus productif. Et on est les plus productifs du monde. Les Français sont les travailleurs les plus productifs du monde. Quand un Français fait... Ce qu'un Français produit du lundi au jeudi, en anglais, il lui faut du lundi au vendredi pour le produire. Sur l'exemple que tu prenais dans le nord de la France, moi j'ai souvenir en 2016 quand le CICE il a été signé, donc c'est 200 milliards par an. Pierre Gattaz, ancien patron du MEDEF à l'époque,
il avait un petit pin avec écrit 1 million d'emplois. On estime qu'il y en a eu à peine 100 000. Oui, et ça, c'est le grand échec de François Hollande. Et ça, sauf que qui était son ministre de l'économie quand il signe le CSU ? Non, mais là, on est complètement d'accord. Alors après, ça a commencé avec Arnaud Montebourg qui a justement. Justement, il est parti. Qui a refusé. Il a refusé, donc il est parti. Ça, on est complètement d'accord. Le CICE est un échec cuisant, mais ça, voilà. Le MEDEF avait promis 1 million d'emplois. Voilà. D'ailleurs, on le paye encore aujourd'hui avec le crédit d'impôt. Et quand ils signent quelque chose, c'est pas conditionné les aides aux entreprises. Mais ça, on est d'accord. Ensuite, juste pour revenir sur le débat du déclin démographique, c'est vrai que on s'égare, mais c'est la faute. C'est normal. Tu avais parlé de l'infertilité, et justement, il faut rendre à César ce qui est à César. Emmanuel Macron a parlé de l'infertilité, et c'est-à-dire que il a parlé d'un plan de lutte contre l'infertilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 1 homme sur 4. Alors, je ne sais pas si c'est 1 homme sur 4 ou 1 personne sur 4. Je ne me souviens plus le chiffre que j'ai vu ce matin, mais ce qui est effrayant, c'est-à-dire que dans cette salle, on est 2 à être infertiles. Enfin, non, mais si on... Oui, un peu moins... On ne dira pas qui. Oui. Bon. Oui, non, mais on ne dira pas qui. Et en plus, c'est hyper inégalitaire. On ne dira pas qui, mais je pense qu'on peut dire moi, par exemple. Parce que moi, j'ai été au collège... Que de surprise ce soir. Comment ? Que de surprise ce soir. Non, mais parce que moi j'étais dans un collège où de l'autre côté de la grille, on épandait des néonicotinoïdes. Donc moi dans mon collège, c'est pas 1,4 des garçons. C'est peut-être 2 sur 4 ou peut-être 3 sur 4. Donc en plus, il y a une inégalité sociale là-dessus. Et monsieur Macron qui dit qu'il va lutter contre l'infertilité, c'est le président qui a réintroduit les néonicotinoïdes, celui qui avait promis que c'était fini le glyphosate. Et qui a permis qu'on en rediscute. On devait en rediscuter en 2022. On en rediscutera peut-être un jour si les Allemands sont d'accord, parce que de toute façon au niveau européen, c'est toujours les Allemands qui décident. En 2027 peut-être. On ne peut pas, oui, alors sur le glyphosate aussi c'est un sujet, mais on ne peut pas à la fois défendre les agriculteurs comme vous le faites à la France Insoumise et ensuite parler de glyphosate comme ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a un rapport, mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Mais en tout cas sur les néonicotinoïdes et sur, on va dire, la pollution cause d'infertilité, mais on est d'accord. Et je pense que ça devrait être un phare. Voilà. Le problème, c'est que, et là on rentre dans des considérations politico-économiques, où faire un geste, c'est peut-être renoncer à des sources de revenus, ou pour l'État, quoi. Bon, donc on est d'accord. Après, est-ce que ça va changer ? Est-ce que ça... Bon... Ça, l'avenir nous le dira. Il y a aussi un autre chiffre qui, pour lui, pour le coup, a augmenté, et c'est terrible. Et c'est la première fois depuis 45. C'est la hausse de la mortalité infantile. Là, oui. Et pourquoi ? Et la première cause de mortalité infantile, c'est quand des femmes sans domicile fixe accouchent parce que la grossesse s'est mal passée. Et pourquoi il y a des SDF ? Parce que c'est un choix politique. Le président Macron avait promis en 2017 qu'il n'y aurait plus aucun sans domicile fixe. Il n'y en a jamais eu autant. D'accord, sauf qu'à un moment, les promesses de campagne, elles ne sont pas là pour être élues, elles sont là pour être appliquées. Et donc, quand on promet ça, aujourd'hui, on estime qu'il y a 300 000 personnes dans la rue. Des promesses de campagne. Sauf que laissez-nous gouverner et on verra très vite que c'est une priorité numéro 1. Ce sera une de nos premières priorités, et Mélenchon l'a déjà dit, que tout de suite, quand il sera élu, il convoquera toutes les personnes compétentes dans un bureau et leur dira maintenant on règle ça. Et parce que la question des morts dans la rue, et plus globalement des gens à la rue, c'est aujourd'hui, l'État a complètement abandonné ce rôle-là. Enfin aujourd'hui, je voyais encore en bas, moi j'en ai marre, et j'en ai marre que quand je rentre en bas de chez moi, il y ait 3, 4, 5 personnes qui dorment dans la rue, et quand on va leur parler, qui disent j'ai appelé le 115 et il n'y a plus de place. Et donc c'est la solidarité individuelle, c'est la solidarité des églises, des mosquées, des synagogues qui remplacent l'État. L'État a fui cette question-là. Gabriel, alors il n'a pas totalement fui. Je sais plus. Il n'a pas totalement fui. Je sais plus. Le 115 va pas laisser toutes ses places pour le JO. Je sais pas. Comme pour les Crous d'ailleurs. Oui, mais bon là c'est circonstanciel, c'est JO. C'est scandaleux, mais c'est circonstanciel. Je veux dire, ne prenons pas des situations circonstancielles pour. C'est un continuum de politique antisociale. Oui. Pas tout à fait sur les logements d'urgence, etc. Il y a eu une augmentation. Je pourrais pas te dire de combien, mais il y a eu une augmentation. C'est pas très précis, bon, mais l'effort n'est pas suffisant. Et ça, on est complètement d'accord. Et c'est scandaleux. Et me baladant souvent dans Paris, justement, c'est un arrache-cœur. Enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais bon, oui, il y a un gros problème de ce côté-là. J'en profite pour faire une petite mention d'un rapport que j'ai pas mal étudié l'année dernière, c'est le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement qui avait dédié toute une partie sur le mal logement des femmes. Parce qu'il y a 70 ans quasiment jour pour jour, c'est le fameux appel de l'Abbé Pierre, une femme est morte gelée sur le boulevard Sébastopol. Et la question elle est toujours la même, c'est la question du logement. Et la question du logement, elle a aussi un lien
avec le réarmement démographique et sur la question de faire des enfants, parce que les jeunes couples, l'immobilier est devenu tellement cher à cause de ceux qui s'engraissent sur la bête. Ça a été annoncé. À cause de ceux qui s'engraissent sur la bête, que les jeunes couples peuvent plus s'installer qu'une chambre. Patrice Vergrit, qui était ministre du logement, si je ne m'abuse, qui ne l'est plus. Mais ça avait été annoncé, c'est-à-dire que le logement, il y a une crise du logement. Et justement, quand Emmanuel Macron avait parlé, ah non, il était déjà plus ministre du logement, mais il y avait cette question. Il l'avait dit justement sur cette question en interview. Il me semble que si on veut que les couples fassent des enfants, parce que 13% de femmes ne veulent pas d'enfants, selon ce que tu as dit. Non, selon selon ce que Flavien a dit. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 87% des femmes qui veulent des enfants. Donc bon. On y reviendra, mais bon, sur la question de contrôler l'utérus des femmes, attends, l'idée d'Emmanuel Macron dans son plan de relance démographique, c'est justement de donner les conditions favorables à ce que les femmes qui désirent avoir des enfants, et aussi les couples qui désirent avoir des enfants, parce que ça se fait à deux dans la majorité des cas. Donc, en décidant donc, est-ce que c'est cohérent du coup avec le fait de raboter le congé parental ? Alors non, et déjà, pourtant, il va diminuer le congé parental de 50%. Oui, ça n'a pas été fait. Ça avait été annoncé par... non, ça va être fait. Ça a été annoncé, ça va être fait. Ça a été annoncé par la ministre Aurore Berger. Donc c'était le grand combat d'Aurore Berger. Alors après, c'est pas cohérent. Oui et non. Alors est-ce que je suis pour pas des masses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout donner plus d'argent dans ce congé parental. Une prime de naissance aussi a été annoncée. Bon, après, c'est des annonces, j'attends les actes, mais ça pose aussi un autre problème, c'est toutes ces questions, congés parentaux, etc. Ça pose le problème de la conciliation entre vie perso et vie professionnelle. Si aujourd'hui on n'améliore pas cette situation-là, on n'aura pas de femmes, de couples qui entreprendront d'avoir des enfants. Et voilà, ça fait partie d'un package. Après, de là à dire que... je trouve ça finalement ignoble de mettre ça sur le tapis, c'est-à-dire dire qu'on veut contrôler l'utérus des femmes. Ce n'est pas vrai. C'est juste donner des conditions favorables à des femmes qui désirent avoir des enfants. Alors on n'utilise pas ces termes-là du coup. Parce que ces termes de réarmement démographique, il faut réarmer en naissance la nation. Le dernier. Mais parce qu'il y a une crise. C'est-à-dire qu'une société qui ne se renouvelle pas, c'est une société qui meurt. Mais c'est pas parce qu'il y a une crise qu'il faut utiliser un vocabulaire fascisant. Parce que les seuls qui parlent comme ça, c'est l'extrême droite. Et l'extrême gauche avec Mélenchon. Mais non, il faut abattre cette mauvaise république. Oui, mais d'accord, mais sauf que ça n'a rien à voir avec le réarmement démographique. Non, ça n'a rien à voir avec le réarmement démographique, mais c'est des discours qui sont guerriers et qui amènent à de la violence. Oui, il faut abattre cette mauvaise république. Il n'y a absolument rien de guerrier à appeler une constituante à un processus démocratique. Parce abattre cette mauvaise république. Oui, abattre cette mauvaise république. Mais il y a quand même une logique de lutte, il y a quand même une logique de violence. Et comme dans le réarmement démographique, c'est des procédés rhétoriques qui appellent à ce que chacun s'empare du sujet. C'est ça, c'est juste un procédé rhétorique. Donc c'est un coup de com' tout pourri c'est un coup de com' tout pourri avec le vocabulaire de l'extrême droite. Je suis pas d'accord. Si, pour le coup, c'est un double raté parce qu'on parle comme l'extrême droite et donc du coup, c'est tout. Tiens, qu'est-ce que ça a donné dans le débat ? L'extrême droite, c'est tout de suite emparer du sujet en disant. Ça vous plaît pas que c'est d'extrême droite. Mais bien sûr que non, c'est parce que je dis. Par exemple, le CICE, ça me plaît pas, et pourtant c'est pas d'extrême droite, c'est juste de droite libérale. Donc du coup, Oui, mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un raccourci facile entre. Il faut associer, et c'est probablement un procédé politicien, et je vous en veux pas, dans le sens où ça fait partie du jeu politique. Mais associer systématiquement Macron à l'extrême droite, je trouve que c'est fallacieux et dangereux. Mais parce que plus globalement, et même si on s'éloigne un peu du sujet, il y a une dérive. La loi immigration. Le soutien à Frontex, la polémique sur l'abaya. Mais pour revenir au sujet, on va recentrer un petit peu le sujet et je vais poser une question. C'est très bien, messieurs. On va recentrer le sujet pour le cibler de manière économique. Et finalement, selon vos points de vue à l'un et à l'autre, quels sont les avantages et les inconvénients du réarmement démographique alors, Pierre, tu ne soutiens pas ce terme-là, mais en tout cas, c'est la thématique du débat, en termes de dynamisme économique. Mais c'est important de discuter du terme réarmement démographique. Et c'est très important, ça permet d'introduire le débat, et merci à vous. La sémantique veut dire beaucoup de choses. Oui. Gabriel, oui. Alors, avant de parler d'économie, j'aimerais juste dire, parce que c'est vrai que je viens de m'en rendre compte peut-être un peu tardivement, mais on parle de réarmement démographique, on parle de démographie, donc
d'un problème de naissance et donc du coup de grossesse, et on en parle, voilà. Ouais. Et alors bon, à notre décharge, c'est pas de notre faute, hein, c'est-à-dire que on a eu des défections, donc enfin des désistements, pardon. donc voilà, mais c'est vrai que je tenais à le préciser parce que c'est important, très important, et que on ne peut évidemment ni toi ni moi se mettre à la place des femmes qui sont enceintes, qui ont une grossesse. Par contre, c'est vrai qu'en termes économiques, du coup, là on peut en parler. En termes économiques, un vieillissement de la population entraîne des problèmes. Et justement, on en a parlé sur les retraites, mais ça pose des problèmes aussi sur le chômage, le financement des allocations chômage, le financement aussi de toute la sécurité sociale finalement, selon le principe toujours le même des cotisants et des allocataires. Et je pense que toi comme moi on est très attachés aux allocations. C'est-à-dire à la solidarité nationale, et moi personnellement ce qui me fait peur dans ce sujet de déclin démographique et de vieillissement de la population, c'est que est-ce que demain on aura les moyens de garder ce modèle social. Oui, bien sûr, et de manière très facile, de manière très claire, parce qu'il faut avoir le courage, d'aller chercher l'argent où il est. Et il est où l'argent? Parce mais l'argent, ce pays, parce que c'est l'argent magique avec la France Insoumise. De l'argent, ce pays il en est rempli. Dans les poches, dans les poches, toujours des mêmes. Toujours des mêmes. Et on en revient toujours au problème d'attractivité économique. Mais on en revient. Mais non, mais enfin, je vois. Enfin, non, bien sûr que non. Enfin, aujourd'hui, donc du coup, pour qu'il y ait des cotisations qui rentrent, il faut créer des emplois. On estime qu'il manque à peu près 150 000. Il faudrait 150 000 soignants en plus. Monde médical, paramédical, enfin voilà. Le monde de la santé au global. Il faudrait un peu plus de 100 000 enseignants. Il faudrait des policiers. Il faudrait des juges. Il faudrait il faudrait des forestiers. Il faudrait des pompiers. Ça a été fait. Le Ségur de la santé, oui, d'accord. les assises de la justice, les moyens donnés à la justice, la loi de programmation. Alors, pourquoi du coup, il y a des hôpitaux qui maintenant ferment la nuit ? Et d'ailleurs, ça repose ça recoupe avec la question de la démographie il y a des maternités qui ferment, par exemple à Carhaix en Bretagne. Il y a une maternité et il y a les habitants qui se mobilisent pour pas qu'elle ferme, mais parce que sinon à Carhaix, mais donc du coup l'hôpital de secteur entre guillemets, ça va obliger des gens pour accoucher à faire, si jamais l'enfant arrive au milieu de la nuit, plus de 2 heures de route. Et donc on va mettre une femme qui est sur le point d'accoucher dans une voiture pendant 2 heures et on veut que l'accouchement se passe bien. Enfin, c'est toujours un problème d'investissement. Là, il y a 10 milliards qui viennent d'être annoncés. 10 milliards de coupes budgétaires qui viennent d'être annoncés. Avec encore pareil, il va y encore y avoir un coup de rabot dans l'assurance chômage, mais il va aussi y avoir un coup de rabot dans les investissements. Et on ne crée pas d'emplois sans investissement, et d'abord d'investissement public, parce que dans ce pays... tu parles de créer des emplois. Oui, pour créer des emplois. Qui crée des emplois en France? Qui crée des emplois en France? Généralement même, qui crée des emplois ça peut être l'État, mais ça peut être l'État de manière directe et indirecte. Mais aussi de manière... l'hôpital. Mais aussi de manière indirecte. Le privé. Oui, ceux qui créent des entreprises. Mais sauf que... Et ceux qui créent des entreprises, justement, ils ont besoin de disposer de capital pour créer ces entreprises. Ils n'ont pas besoin de capital, ils ont besoin de carnets de commandes remplis. Et avec la transition écologique, et d'ailleurs la question... un capital de départ, et d'ailleurs le capital de départ, pourquoi est-ce que ça peut pas être l'État? Il y a le capital social de l'entreprise, c'est-à-dire mais pourquoi ça peut pas être l'État? Mais parce que pourquoi ça peut pas être l'État? L'État ne peut pas... de se porter garant pour tout. Oui, l'État, il faut pas qu'il soit garant de tout. Pour une banque, le meilleur garant, c'est l'État. Il est immortel et il a le pouvoir de prélever l'impôt. Et en parlant d'impôt, pour financer le modèle social, on pourrait par exemple réfléchir sur les hauts salaires à une surcote. Une augmentation des cotisations sur les hauts salaires. On estime qu'en augmentant que de quelques points, on arrive déjà à l'équilibre. Pour financer la retraite, par exemple, à 60 ans, qui en plus libère de la place dans l'emploi, vraiment, c'est hyper facile à financer. On l'a démontré pendant la campagne présidentielle, on l'a démontré pendant la mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Le Modem avait fait une projection d'une flat tax sur les hauts salaires à hauteur de 10%. À l'échelle mondiale, c'est 250 milliards par an. C'est énorme, mais ramené à la France, alors il n'y avait pas le chiffre sur la France, mais c'est 250 milliards. Alors que le trou
par an à combler, il est de 143 milliards par an. Mais moi j'ai un autre problème. Voilà, sur 10%. Non, mais sur ce que produit, sur la valeur ajoutée. Il y a 20 ans, on travaillait 8 jours pour payer les actionnaires. Aujourd'hui, on travaille 40 jours. Cet argent-là, les patrons, ils étaient déjà riches il y a 20 ans. Hein. Je mets pas tous les patrons dans le même sac, évidemment. Nous, on est pour baisser on est pour baisser certains impôts sur les petites entreprises. Mais quand la question, c'est comment le gâteau est réparti. Il y a eu 250 milliards d'augmentation des dividendes pendant la crise Covid, pendant que tout le monde tirait la langue, pendant qu'il y avait des files d'attente monstrueuses aux aides alimentaires. Et là, on peut rendre à César ce qui est à César, encore une fois l'expression. L'émission de la dette à outrance, le quoi qu'il en coûte, justement a permis de soutenir ça. On a été un des pays européens et du monde. On allait faire quoi sinon, laisser mourir les gens ? Heureusement. On allait laisser mourir les gens sinon. Mais on entend souvent les partis d'opposition faire le procès à la majorité d'avoir justement protégé les Français. Mais moi je fais pas le procès d'avoir protégé les Français. Moi je leur fais le procès de se battre contre la dette avec les moyens dans le dos. D'avoir comment dire, le procès d'avoir émis autant de dettes. Voilà. 3000 milliards. Bon. Mais moi, j'ai absolument pas peur de la dette. Enfin, c'est pas une question. Et de toute façon, cette dette, on sait très bien, comme toujours dans l'histure, cette dette, elle sera pas remboursée parce qu'elle est pas remboursable. Mais sauf qu'elle ne le sera pas. C'est le 4e poste de dépense. Mais oui, mais c'est ça le problème. Plus de 50 milliards. Et d'ailleurs, c'est ça. En 2027, ce sera le premier. Mais oui. Et donc, du coup, quand en 2027, si on gagne, nous, la dette, on signera en bas, on lui fera un petit bisou, on la mettra à titre. Mais ça fonctionne pas comme ça. Mais bien sûr que si, on l'a toujours fait, on a toujours effacé des dettes. Ça marchait comme ça à l'époque des rois de France. Mais bien sûr que non. On est dans les années 80. On a effacé, dans les années 80, c'était plus les rois de France, on a effacé la dette de l'Allemagne qui avait encore des dettes de guerre, on efface tous les ans des dettes, on a effacé les dettes d'Haïti, du Guyana, et bah là ce qui est facile, et ce qui est pas compliqué en plus. Mais parce que économiquement ça coûte pas cher, effacer la dette de la France. Et bah là économiquement ça coûtera zéro. Ça coûtera cher. Et bah non. Si je peux prendre 2 minutes pour expliquer comment est-ce qu'on rembourse la dette. 2 minutes, c'est pas compliqué. C'est donc du coup la Banque Centrale Européenne qui peut racheter les titres de dette sur les marchés. Donc du coup, les créanciers sont remboursés et la Banque Centrale Européenne dit bah moi du coup j'émets l'équivalent en argent liquide qui pourrait être donné aux États, mais qui pourrait aussi être donné aux particuliers pour relancer la consommation. Relancer par exemple les naissances, parce qu'on sait que niveau de vie et naissance sont très très corrélés. Et après, la Banque Centrale Européenne décide de la mettre dans ses caisses à titre perpétuel. Mais elle s'en fiche comme elle crée de la monnaie. On va me dire, oh là là, créer de la monnaie, ça va créer de l'inflation. On crée pas de confiance. Combien sur les marchés, on crée pas de confiance. Mais bien sûr que si, parce qu'ils sont remboursés. Parce qu'il faut bien. Et en plus, ils ont la double assurance. C'est pas automatique la dette. C'est-à-dire qu'on l'emprunte. Mais oui, mais sauf que là, ils sont remboursés. C'est la BCE qui rembourse pour les États. Donc en plus, il y a la double assurance des États et de la BCE. Et bah toute cette petite histoire qui en réalité prend quelques mois à faire et qui libérerait tous les États, tous les États de la dette. Si c'est une solution, pourquoi ce n'est pas fait du coup ? Mais pourquoi ce n'est pas fait ? Bah parce que ça va à l'encontre des intérêts des banques privées qui se gavent, qui se gavent sur les titres de dette parce que c'est les titres qui sont sûrs, parce que les États sont immortels. Quand on a fait couler la Grèce en 2012, pourquoi ? C'est pour rembourser les banques allemandes et françaises qui avaient fait n'importe quoi sur les marchés au moment de la. Pas que. Pas que allemandes et françaises, aussi des italiennes. Non, bien sûr. Mais sauf que les banques qui, comme d'habitude, ont fait n'importe quoi sur les marchés, que les grandes entreprises et les capitalistes qui ont fait n'importe quoi sur les marchés, ont pleuré auprès des États. Donc du coup, et toute cette petite histoire que j'ai racontée pour rembourser la dette, c'est 5 points d'inflation. Aujourd'hui, on se coupe les veines pour 5 points d'inflation. Dernière réponse de Gabriel avant de passer à une autre question. On a perdu un peu le fil. Mais oui, c'est faux. C'est Moi, je reste quand même campé sur la position. Sur point de vue. Nous devons avoir un système social pérenne et il faut. Mais après, on tient un sujet, c'est-à-dire que et ça a été dit pendant la loi immigration. L'immigration est une solution. Mais et d'ailleurs moi je suis favorable à l'immigration. Bon, il faut qu'il y ait quand même un contrôle parce que c'est quand même une attribution régalienne de l'État et puis surtout que c'est extrêmement impopulaire Oui, mais sauf que c'est pas parce que les mesures sont impopulaires. Oui, mais bon, après si, parce que ça fait monter l'extrême droite. Non, c'est le traitement de l'immigration qui fait monter l'extrême droite. C'est pas l'immigration en tant que telle. On ne s'égare pas de nouveau, messieurs. Mais bon, c'est juste pour te dire, je suis pour l'immigration. L'immigration peut être une solution, c'est-à-dire le travail disponible, et c'est bon pour tout le monde. C'est-à-dire que arriver dans un pays et avoir du travail, ça permet de s'insérer économiquement.
Et s'insérer économiquement, c'est la porte d'entrée pour s'insérer socialement. Oui, parce que si on n'a pas de sauf logement, sauf on n'a que pas les de... migrants ne sont pas des marchandises. Enfin, Mais c'est pas une question de marchandise, c'est une question, il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Oui, enfin, c'est aussi pas mal d'être un peu humaniste de temps en temps. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère qu'on est avant tout humaniste et qu'on fait des politiques pragmatiques, on tombe pas dans cette caricature. Aujourd'hui, c'est caricatural. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce qui est caricatural, enfin, ça fait un moment que c'est caricatural. La jungle de Calais, c'est une aberration dans un pays comme la France. Il y avait un rapport parlementaire qui a été sorti, il me semble, en 2019 sur cette question. Pourquoi il y a la jungle de Calais ? Parce qu'il n'y a pas une crise, il n'y a pas une crise migratoire, il y a une crise de l'accueil. On accueille très mal les gens. Mais pas que du logement, aussi juste des gens. Il n'y a personne pour s'occuper d'eux à part la solidarité privée des associations. Mais la France n'est pas un paradis et il y a beaucoup de choses à faire. Oui, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être une question dans le live. D'Artagnan me fait signe depuis tout à l'heure, je t'en prie. Une question dans le live, donc c'est est-ce que les aides qu'on donnerait aux jeunes vont les aider à faire des enfants ? Donc si vous voulez réagir à cette question. Oui, les démographes et les sociologues disent que oui, bien sûr. La question c'est est-ce que ces aides, en fait, au lieu de faire des aides pour faire des enfants, est-ce qu'on n'aiderait pas juste les gens pour qu'ils vivent mieux ? Enfin, c'est parce qu'il y a une hausse de la pauvreté qui est énorme, il y a 7 millions de pauvres dans le pays. Il y a 11 millions de pauvres dans le pays, ça fait plus d'une personne sur 7. Et en fait, tout est lié. Enfin, plus il y a de pauvreté, moins il y a de gamins qui sont faits. Enfin, c'est mécanique. Oui, en majorité. Après, c'est quand même des phénomènes qu'on ne peut pas réduire tout à la pauvreté, etc. Il faut aussi... non, mais ça explique quand même beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a aussi l'influence des réseaux sociaux. Il y a aussi qui influe directement... des réseaux sociaux. Oui, Attends, je reprends le fil. Non, pas l'influence des réseaux sociaux, pardon, excuse-moi. L'influence de... Bon, je l'avais dans le... Excuse-moi, j'ai un peu... On y reviendra tout à l'heure, peut-être. Juste il y a une question de sexualité aussi. Il y a une question de sexualité. La sexualité change. Il y a un sondage Ipsos qui est paru le mois dernier, peut-être, sur les pratiques sexuelles des jeunes. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler bientôt. La semaine prochaine. Et si, les réseaux sociaux, l'individualisme croissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des enfants plus tard. Alors, individualisme au sens positif. Je ne parle pas d'individualisme tocquevillien. C'est un individualisme, c'est-à-dire qu'on est plus centré sur nous-mêmes. Et donc, du coup, on fait des enfants plus tard parce qu'on se dit qu'on veut des enfants, mais les enfants sont une entrave à notre plaisir de jeunesse. Donc, on reste jeune plus longtemps. Donc, ça n'attrait pas forcément à la pauvreté. Après, la pauvreté, oui, je pense que c'est quand même la cause principale du fait qu'on ne fasse pas d'enfants. Enfin, il y a un déclin démographique. Mais après, là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que il y a aussi la pauvreté est facteur de démographie. Quand on a des familles qui finalement recherchent du réconfort dans la parentalité, c'est souvent dans des familles plutôt précaires. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que plus on monte dans les CSP, moins il y a d'enfants. Oui, d'accord, mais c'est lié à d'autres questions, à la question de l'accès à l'accès à des médecins, de la question de l'accès à des protections, quelles qu'elles soient. C'est sûr. Mais il y a aussi une question, pourquoi la jeune génération ne fait plus d'enfants ? C'est parce qu'il y a ce phénomène... Elle en fait de plus en plus tard. Oui, donc elle en fait de moins en moins. Il y a déjà, parce que, et ça c'est une excellente chose, que la jeunesse de notre pays n'a jamais été aussi diplômée. Oui. Et ça c'est tant mieux. Mais aussi qu'il y a ce phénomène d'éco-anxiété. D'éco-anxiété et de climat économique compliqué, de montée de l'extrême droite. Et la question se pose quand on veut faire des enfants, est-ce que j'ai envie de faire naître un individu dans cette société-là, avec une montée de l'extrême droite et avec un monde... le chiffre, 13% quand même de femmes qui ne veulent pas d'enfants, pour toutes raisons confondues. Donc c'est quand même 87% de femmes qui considèrent que ce n'est pas un problème. Oui, mais sauf que c'est plus que ça ne l'a jamais été. Et la question et ça va vraisemblablement augmenter vu la conscience écologique des jeunes générations, parce que cette question elle est là aussi. Est-ce qu'on a envie de faire naître un enfant qui va grandir dans un monde pourri ? La réponse elle est souvent non. Et c'est bien normal. Et en parlant de ce monde pourri, on va cibler
encore une fois le débat sur l'impact environnemental. Et ça me semble être très important de le souligner. Quels sont finalement les impacts environnementaux potentiels du réarmement démographique, en particulier en ce qui concerne la consommation de ressources et les émissions de carbone? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. Gabriel, je te laisse étayer ton point de vue là-dessus. Si on est dans une pure logique écologique, oui, non. L'augmentation de la démographie n'est pas une bonne chose. Dans la logique malthusienne, on remplit un verre, quand le verre est plein, il déborde. Mais l'innovation peut rendre possible des choses que peut-être on ne sait pas encore. Et après c'est peut-être un vœu pieux et peut-être un peu de la science-fiction, mais on ne sait pas. Ensuite, la démographie conditionne une bonne santé économique. Je pense, et j'en suis intimement convaincu, que c'est la bonne santé économique qui permettra l'innovation écologique. Si il n'y a pas de compétition et si c'est pas stimulé par une compétition économique, ça prendra beaucoup de temps. Après, oui, il y a un autre modèle, il y a un contre-modèle, le stalinisme. Non, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Si. Non, déjà, démographie et bonne santé économique, ça se discute. Japon, 3e puissance économique mondiale, et le pays qui fait le moins d'enfants dans le monde. Donc premièrement, mais la question, c'est moi la question le du Japon, c'est pas un bon exemple. Ils sont extrêmement, la santé mentale au Japon est une vraie question. La santé mentale au Japon est un problème. Il n'y a pas de retraite, on est d'accord, mais sauf que corréler les deux, il y a aussi d'autres facteurs qui expliquent. Mais sur la question du progrès technologique qui nous sauvera du péril climatique, non. Pourquoi pas? Non, mais parce que on peut pas se baser là-dessus, on peut pas dire peut-être, oui, un jour il y a quelqu'un qui va trouver quelque chose. Si c'est le cas, tant mieux. Mais sauf que c'est que c'est déjà le cas. Mais bien sûr que non. Le seul moyen d'à peu près sauver les meubles, c'est de sortir du système capitaliste qui pourrit tout. Pour aller vers où? Mais pour aller vers où? Mais pour aller vers nous, ce qu'on appelle de nos voeux un système éco-social, un monde éco-socialiste. Et qui serait quoi? Mais qui serait quoi? Qui serait concrètement, par exemple, l'instauration de ce qu'on appelle la règle verte. On ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Oui, mais ça donnerait quoi? Mais ça donnerait quoi? Ça veut dire qu'on repense tout. On repense tout. Ça ne donne pas ce que c'est concrètement. On repense nos modes de production, on repense nos modes de consommation, on repense nos modes de transport, on repense tout. Par exemple, plus il y a d'habitants, plus il y a une importante consommation des ressources. C'est mathématique. Donc du coup, il va y avoir des problèmes et on en reviendra après. La dernière partie, c'est sur les relations internationales. C'est ça. Oui. Ok. Monsieur est bien informé. Oui, j'ai préparé un peu. Donc du coup, je garderai ça pour la suite. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas d'outils technologiques qui nous permet de consommer moins. Ce qui nous permet. Oui, d'accord. Sauf qu'on a des projets. Mais on n'a plus le temps pour les projets. Le GIEC nous dit il nous reste 3 ans. Oui. On n'a plus le temps pour les projets. Donc c'est le moment d'un changement radical. Et les gens, ils sont prêts. Je suis pas d'accord avec toi. Mais si, bien sûr que si. Les gens, ils sont prêts. Par exemple, il y a 60% des Français qui disent que le capitalisme, c'est un système qui ne fonctionne pas et qu'il faut passer à autre chose. Pourquoi? Premièrement, parce que 1, ça crée des inégalités. 2, parce que c'est dangereux pour l'environnement. Le capitalisme nous pousse vers le chaos. Clairement et collectif. Et donc du coup, il faut tout changer. Et là, ça va recréer des emplois dans la mais il n'y a pas être d'accord ou pas. C'est ce que dit sur le constat de la population. Moi, les gens pensent que c'est important, mais est-ce qu'ils seraient prêts à changer? Et là, il y a un sondage, et c'est en majorité non. Alors, faire un peu de compost, prendre moins la voiture, d'accord. Mais alors, moi, je parle pas d'efforts individuels, je parle d'efforts collectifs. Oui, je parle d'efforts collectifs. C'est-à-dire manger autrement, se déplacer autrement, consommer autrement. Ça, c'est pas des efforts individuels, c'est des efforts collectifs. Et aussi, clairement, il y a aussi un problème, c'est que les 1% les plus riches polluent autant que 30% de la population mondiale. Ça, c'est pas tolérable. Et donc, du coup, la question, c'est toujours la même. C'est toujours les mêmes parasites. Quels sont les modes de calcul? Quels sont les modes de calcul? À un moment, c'est les émissions nettes et les consommations d'eau.
Parce que la consommation d'eau, on en reviendra après dans les conflits, et parce que ça va être la première Peut-être cause de juste laisser conflit. Gabriel répondre pour qu'il puisse répondre de manière argumentée Non, mais bon, sur tes propos. Sur la Vas-y, question oui. environnementale, bien sûr qu'en termes de démographie, une démographie élevée pose un problème environnemental. C'est évident, je vais pas répéter ce que j'ai dit. Moi, c'est sur les constats que tu faisais où justement, j'étais pas d'accord. Après, une projection à 10 milliards d'êtres humains sur Terre, c'est délirant. Et on en reparlera sur la question des... Bah si, c'est délirant. Mais non, c'est pas délirant parce que déjà aujourd'hui, on produit à manger pour 14 milliards de personnes. Oui. La question, c'est comment on organise ce monde. Et la question, c'est comment on partage. Est-ce que c'est pas délirant qu'on produise autant? Alors, la question, c'est comment on partage les ressources. Oui. Non, c'est pas sans parler de répartition. C'est l'enjeu crucial. Comment on partage la richesse, les ressources, il y en a pour assez. 10 milliards d'individus, c'est trop pour la planète. Mais non, c'est pas trop. Mais si. En fait, c'est pas trop. Ça dépend comment. Ça dépend comment on... Je vais prendre une allégorie. Juste peut-être, D'Artagnan me signale des questions dans le live. Oui. On va juste prendre quelques si je peux instants. Vas-y, je t'en prie. Il y a 2 questions hyper intéressantes. Donc, super. On va faire la première déjà. Merci à Nuit Rouge 92 qui nous dit question pour les intervenants. Quel est le réseau social qui empêche le plus l'accroissement démographique? Qui empêche le plus? Ouais. Je sais pas, mais par contre, il y a un phénomène qui est en train de monter clairement et qui va dans le sens du réarmement démographique et qui est beaucoup porté, mais qui est en train d'arriver en France, qui est beaucoup porté par l'extrême droite américaine, c'est le phénomène des tradwives. Le fait d'inciter les jeunes filles à rester à la maison et à devenir... à être obéissantes. En France, c'est symbolisé par Thaïs Descuffon. Mais il y a clairement ce mouvement, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, ce mouvement qui va à l'opposé de l'émancipation individuelle comme collective des femmes et qui va clairement dans le sens du réarmement démographique et d'être des machines à faire des bébés. C'est là qu'on est complètement d'accord, et c'est pour ça que je pouvais pas te laisser dire que y avait une volonté de contrôle du gouvernement des utérus des femmes. Forte. Mais l'idée, c'est justement jouer sur cette émancipation. Alors, pas émancipation des femmes, j'aime pas ce terme, c'est pas le cas. Moi, surtout... je suis pas chaud de jouer avec l'émancipation des femmes. Plus les gens sont émancipés, mieux c'est. C'est pas jouer, c'est justement permettre l'égalité. L'émancipation des individus, pas que des femmes, des individus dans ce qu'ils sont. S'ils sont émancipés, s'ils sont bien, ils feront des enfants, ils seront heureux. Voilà, je sais plus où on voulait en venir, mais bon. Sur le réseau social qui empêche. En tout cas, je suis d'accord avec toi. Sur les tradwives, etc., c'est très délétère. Peut-être la deuxième question, Théo. Ouais, non, mais vas-y. Je voulais faire Deuxième question. Stouski qui dit question intervenant, comment pallier décroissance et hausse démographique? C'était ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je pense que c'est pas possible. Mais moi, quand on parle de décroissance, je sais pas de quoi on parle. Moi, la croissance, la croissance, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas décroissant, je suis pas pour la croissance, je suis accroissant. C'est-à-dire que le jour où on gouverne, le jour où on gouvernera, ce ne sera pas notre seule et unique référence. Par exemple, on pourrait se référencer, par exemple, sur l'indice de bonheur. Ça pourrait être une autre manière de gouverner, ou sur un indice de respect de la biodiversité et de l'environnement. Ça peut être une autre manière de gouverner. Et cette course à la croissance est pressurise les individus, et donc elle empêche d'être épanoui dans sa vie perso. Ça pousse au burn-out, ça pousse à la précarité des emplois, et donc ça empêche de faire des gamins. Et donc c'est toujours pareil, le raisonnement est toujours le même, et de toute façon les responsables sont toujours... Moi j'aime bien ces discours, on parle d'accroissance, on parle de décroissance chez vos amis et alliés des EELV, etc. Mais on voit que quand l'économie va mal, eh bien le social va mal. Alors déjà le social va mal en termes d'aide sociale, en termes de coût de la vie, l'inflation, etc. Mais à plus forte raison, vous fondez votre discours politique justement sur ça. Et donc du coup, s'il n'y a pas de croissance, qui seront les premiers impactés ?
les pauvres, c'est pas quand... les classes mais non, populaires. Mais non, bien non, sûr non, que non, non, si. non, 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 parce que plus toujours été comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de croissance, il y a un accroissement de la croissance, même s'il est lent, il y a un accroissement de la croissance. Pourtant, il y a une augmentation de la pauvreté. La question, c'est comment... Parce qu'il n'y a pas assez de croissance. Non, c'est pas qu'il n'y a pas assez de croissance, c'est qu'on répartit pas les fruits de la croissance. C'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes qui les récupèrent de toute façon. Et puis, la question de l'économie va mal. Oui, mais sauf que... oui, mais parce que... nos gouvernants font n'importe quoi. Ils font tout contre... C'est des conjectures internationales. Et mais, mais je parlais pas que des gouvernements, des gouvernants français. Je parlais d'une gouvernance globale. Parce que du FMI, sur la création d'emplois, par exemple, qui est quand même le premier stimuleur de l'économie, parce que le travail, voilà. Si on arrêtait de taper toujours sur les mêmes, donc les patrons, pas les grands patrons. Les patrons tout court, les classes moyennes qui créent de l'emploi et qui créent des entreprises, eh bien, si on arrêtait justement de les stigmatiser sur le fait qu'ils veulent de l'argent, parce que c'est normal de vouloir de l'argent. Mais on stigmatise personne. Nous, ce qu'on dit, et ce qu'on dit aux petits patrons, c'est on va vous remplir votre carnet de commandes, et c'est leur priorité numéro 1. Pas bonne presse parmi les classes moyennes, justement, entrepreneurs. Mais oui, d'accord, mais sauf que les classes moyennes entrepreneuses, c'est 1 million de personnes. Oui, mais bon, c'est ceux qui, ils représentent énormément en termes économiques. Le premier employeur du pays, c'est l'État quand même. Donc là-dessus, on va être d'accord. Et puis moi, je pense clairement que les entrepreneurs sont pour qu'on leur dise vos salariés seront mieux formés. Vos salariés seront mieux protégés des risques de la vie et des risques du travail, vos salariés auront plus de visibilité, vous aurez un carnet de commandes qui sera plein et vous aurez des infrastructures qui vont fonctionner. Excuse-moi, mais on est quand même dans un cadre de production qui est quand même un cadre plutôt confortable. Je tiens aussi à dire que on assume. Comment ? Pourquoi il est confortable ? Parce qu'il assure de la conditions. Il assure stabilité et visibilité. Oui, parce qu'on a créé les conditions. Moi, clairement, c'est ce que je dis. Il faut créer les conditions de la stabilité et de la visibilité. Mais sauf que là, la question. Mais elles ont été créées, ces conditions. Oui, d'accord, mais sauf que encore faut-il les maintenir. Parce que. C'est le cas. Mais bien sûr que non. Il y a un démantèlement, par exemple, de la Sécu ou de l'assurance chômage qui sont des parachutes pour les salariés, mais aussi, du coup, pour les patrons. Non, il n'y a pas un déclin démographique parce qu'il y a des choix politiques. Parce qu'il y a des choix politiques du fait d'avoir voulu baisser les cotisations, d'avoir voulu baisser les impôts, d'avoir fait des abattements de cotisations. De vouloir gagner plus. Je veux dire, aujourd'hui, le travail ne rémunère pas bien en France. Le travail ne rémunère pas bien. Le salaire brut, c'est du salaire. Les cotisations sociales, c'est du salaire différé. Il les récupère dans la Sécu, il les récupère dans les cotisations sociales, il les récupère ailleurs. En France, je donne un chiffre et après je te laisse la parole. Okay. En France, la santé, c'est 10% du PIB par les cotisations sociales. Tout le monde en profite. À peu de choses près. Aux États-Unis, tout le monde n'en profite pas, c'est 18% du PIB. Comme d'habitude, le public, ça coûte moins cher. Parce qu'il n'y a pas à gaver les parasites. Oui, non mais alors là sur le modèle public on est complètement d'accord et moi je suis très attaché au service public. Mais il y a un principe très simple, les Françaises et les Français quand ils reçoivent leur bulletin de paye, ils voient le montant brut, le montant net et ils tirent la tronche. Et on leur fait tirer la tronche. Mais c'est le cas. C'est-à-dire que les cotisations sociales et d'ailleurs c'est pas pour te jeter la pierre, mais bon, ça m'avait quand même profondément énervé. Ça tombait, ça avait le Pierre. J'ai pas fait exprès. Ça m'avait profondément énervé pendant la réforme des retraites, c'est-à-dire que les Insoumis et la NUPES nous disaient retraite à 60 ans, il y a des moyens de la financer. Oui. Pourtant, vos amendements ne tournaient que sur baisser les pensions de retraite et augmenter les cotisations sociales. Mais pas du tout. Déjà, il y a eu un gros problème pendant la réforme des retraites, c'est que il y a plein d'amendements qui ont été jugés irrecevables parce que c'est un des dysfonctionnements de notre assemblée. Article 40 de la Constitution. Oui, article 40 de la Constitution, enfin sauf qu'on en fait ce qu'on en veut, l'article 40 de la Constitution. Non, et ça, c'est un problème. C'est clair comme de l'eau. Non. Mais surtout, c'est Bruno Le Maire qui l'avait reconnu. Qui avait dit ah oui, non, mais clairement, on peut financer la retraite à 60 ans. Juste, on veut pas. On veut pas parce qu'on veut pas augmenter les impôts. Et c'est pas des impôts. Mais ça fait très... C'est des cotisations sociales. Oui, enfin, sauf qu'à c'est ce que j'ai dit, c'est des compléments. Oui, mais sauf que c'est pas des impôts, c'est du salaire différé. Et si les gens tirent la langue comme on veut, le fait est, c'est qu'à la fin, les Français, ils ont leur fiche de paye et ils tirent la tronche. Et pourquoi est-ce qu'ils tirent la tronche ? Pourquoi ils tirent la tronche ? Parce qu'on leur dit, faut tirer la tronche, parce que apparemment c'est des charges. Non, c'est du salaire différé. Pourquoi ? Parce que quand tous les matins, par exemple sur France Inter, on a des économistes libéraux comme Dominique Seux qui disent, oh là là, c'est horrible, les cotisations sociales, c'est du salaire en moins. Non, c'est pas du salaire en moins, c'est juste du salaire différemment. Parce que si on supprime les cotisations sociales et qu'on passe tout dans le salaire net,
ok, ça fera plus 600, plus 700, plus 600 euros sur la fiche de paye. Par contre, une assurance maladie à l'américaine, c'est 1000, 2000, 5000, 8000 euros par mois, histoire d'être couvert comme en France. Par exemple, la moindre maladie de longue durée, c'est minimum 60 000 euros par an. Il y a combien de Français qui sont capables pour des affections de longue durée de mettre 60 000 euros par an? Il n'y en a pas les 10 millions de ceux qui sont atteints par une affection de longue durée. Bon, après, c'est vrai que sur les affections de longue durée, c'est un autre débat qui est passionnant et puis qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Mais sur la question du réarmement démographique, ou du moins de la nécessité d'augmenter, d'enrayer ce vieillissement de la population, on aurait les moyens justement de baisser ces cotisations en augmentant le nombre de cotisants. C'est mathématique. Donc, au-delà de la question de renouvellement de la société, ce qui est important. Messieurs, je vais sonner là parce que, bien sûr, mais l'heure tourne. Quand on baisse les cotisations, on baisse les prestations généralement. Question à poser, tu auras l'occasion d'y revenir dans le vif dans quelques instants. Sur la question géopolitique, tu en parlais tout à l'heure justement, et c'était important de l'évoquer. Comment le réarmement démographique pourrait-il influencer les équilibres géopolitiques et la compétition entre les nations ? Pierre. Alors, le réarmement démographique, souvent, dans l'histoire en tout cas, il avait été parlé de faire des bébés pour octroyer des bras dans les usines, mais aussi dans l'armée. Ça tombe au même moment que les indices donnés par Macron sur potentiellement sa volonté d'envoyer des troupes en Ukraine. Donc du coup, ça tombe quasiment dans le même... À 2 mois d'intervalle. Un mois et demi. Sur une séquence, c'est quasiment la même séquence. Mais en tout cas, ce terme, d'ailleurs, l'emploi du terme guerrier n'est pas du tout approprié. On parle de faire des bébés, pas de faire des armes. Voilà. Il y a aussi eu un réarmement civique. Oui, mais sauf qu'on parle de tout réarmer tout le temps. Moi, à un moment, j'ai pas envie de parler de réarmement, mais je préférais qu'on parle de prendre soin, par exemple. On dit armer un navire. Oui, d'accord. Marchand. Y a pas de... ok, mais sauf que moi je préférais qu'on prenne... d'accord, mais sauf que un problème sémantique, ça veut dire beaucoup de choses. Moi je préférais qu'on prenne soin plutôt qu'on réarme. Et donc du coup sur les problèmes, ça a posé des problèmes d'accès aux ressources. Déjà qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des guerres dans le monde, c'est des questions d'accès aux ressources. Donc les conflits vont s'amplifier s'il n'y a pas, au niveau planétaire, une entente et une discussion d'accès aux ressources. La Bolivie l'a proposé, par exemple. La Bolivie a proposé 2 choses. Premièrement, un tribunal pour des crimes d'écocide. Ils ont dit ça tout seuls, ils ont pris l'initiative et personne ne leur a répondu, mais aussi un tribunal international, pas un tribunal, une instance de gestion de l'eau, parce que 3 jours sans eau et on est mort. À un moment, c'est une limite naturelle, 3 jours sans eau et on est mort. Et donc du coup, il va falloir se mettre d'accord, et moi je pense qu'il faut reprendre l'initiative bolivienne, mais il y en a d'autres, de se mettre d'accord sur l'accès aux ressources. Il faut consommer moins de ressources, par exemple fossiles, parce que, comme certains le disent, suivez les pipelines et vous trouvez la guerre. C'est souvent comme ça. Et oui, et c'est une formule de Jean-Luc Mélenchon. Suivez les pipelines et vous trouvez la guerre. Donc du coup, s'il y a une tension sur les ressources, il y aura fatalement des conflits. Donc il faut discuter. Il faut discuter de l'accès aux ressources, parce que sinon ce sera la guerre. Gabriel. Eh bien, sur cette question, oui, c'est clair que... Et on en revient d'ailleurs aux 10 milliards d'habitants, c'est-à-dire que l'accès aux ressources est... Ou à la question du partage. Ou à la question du partage, bien que je pense que ce serait... Je pense que 10 milliards, ça fait beaucoup trop même pour partager. Bon, après, sur la question des équilibres géopolitiques, je pense que c'est déjà le cas. Je veux dire, les pressions démographiques chinoises et indiennes sont fortes en termes de production, en termes de bras, en termes militaires, etc. Ce qui, dans une logique internationale où c'est la compétitivité entre les États, ça pose des problèmes, pas des problèmes, ça pose des questions. Voilà. Mais... Donc aujourd'hui, ça rebat les cartes des enjeux militaires, stratégiques, d'accès aux ressources, et là on est complètement d'accord. Mais par contre, il y a autre chose qui va grandement avantager la France dans les dynamiques démographiques mondiales. C'est que le français, les francophones, la francophonie, va augmenter, le nombre de locuteurs français vont augmenter, notamment parce qu'il y a une croissance démographique plus forte en Afrique, et c'est une excellente chose. Déjà, d'un point de vue de la création culturelle et artistique, parce que plus on a de gens qui parlent le français, plus on aura d'œuvres en français, plus on aura d'œuvres qui partent de la construction mentale, de la construction de la langue française, c'est une excellente chose, mais aussi
et ça a été une des grandes forces de la France, et ce que je disais dans le débat tout à l'heure sur le fait qu'on a perdu tous nos alliés. L'Afrique francophone a très longtemps été une alliée de la France à l'ONU. On a tout perdu parce qu'on s'est comporté comme des néocolons avec eux. Et donc cette question autour de la francophonie et autour des échanges. Alors, et d'ailleurs, on va recouper. Parce que en fait, c'est facile de dire que la France, on est toujours les grands méchants, mais il y a aussi toute une politique africaine qui vise aussi à faire du beurre électoral ou se maintenir au pouvoir de façon dictatoriale. Mais parce qu'on a fait n'importe quoi. On leur a parlé. On a fait n'importe quoi. On leur a pris leurs ressources. On leur a pris leurs ressources, notamment par exemple Vincent Bolloré au Cameroun, mais pas que. L'État français aussi. On leur a pris leurs ressources et on les a pris de haut. Évidemment qu'ils veulent plus discuter avec nous, mais là où je recoupe et où tout est cohérent. Le fait de plus discuter avec nous devient justement un moyen de se maintenir au pouvoir et d'opprimer sa population, parce que c'est ça qui joue aussi en Afrique. Mais aussi si on a des rapports si compliqués avec nos anciennes colonies, c'est que la France n'a pas fait le bilan de son histoire coloniale, et on est une des seules puissances coloniales à l'avoir fait. Et donc pour recouper ce que je disais sur l'accès aux ressources, mais aussi sur la question diplomatique et aussi sur la question écologique, c'est que moi je pense qu'on doit s'appuyer sur la francophonie, notamment sur l'Afrique francophone, pour monter ce que nous on appelle un grand réseau universitaire de la mer, de l'espace et des forêts, des nouvelles frontières de l'humanité et du numérique. C'est-à-dire créer des échanges universitaires dans tout le monde francophone. C'est-à-dire que des étudiants congolais de RDC ou de République du Congo viennent étudier en France, que des Français aillent au Québec, que des Québécois aillent au Congo, et que tous les gens se mélangent et qu'on apprenne, et que tout ça est une logique, et que la science, et c'est ça qui est beau avec le savoir, c'est que plus on le partage, plus il y en a, et que du coup on crée une grande alliance francophone autour de la préservation de l'environnement, et on peut déjà commencer, ce que Jean-Luc Mélenchon a proposé. Il a proposé une alliance de préservation de la Méditerranée. Et autour de la Méditerranée, il y a quand même soit des francophones, soit des latins. Essentiellement, parce qu'il y a un enjeu. La Méditerranée, qui est donc notre deuxième côte, c'est la mer la plus polluée, c'est un grand lac. Enfin, à un moment, il y a 3 km au niveau en Égypte, et il y a 3 km à Gibraltar. Et en plus, la France a une responsabilité plus grande. La France, par exemple, sur la francophonie, on est présent sur tous les continents et sur toutes les mers du monde. La France est une nation qui est représentée en Amazonie. Un coup, c'est ce discours, et un coup, on est des colons. Mais non, mais moi je parle pas d'imposer, je parle de discuter et de coopérer. Moi, je parle pas d'un partenariat économique qui est toujours des partenariats léonins et qui d'ailleurs recoupe avec les migrations. Quand par exemple l'Union européenne signe un accord de pêche avec le Libéria et que l'accord, si les plus gros bateaux seront prioritaires et les plus petits, ils font rien, pareil au lac Tchad, qu'on prend toutes les ressources et qu'on pousse les gens à immigrer, on est responsable de l'immigration, on est responsable des causes, et donc du coup on doit assumer les conséquences. Dernier mot, Gabriel. Économique. C'est-à-dire que, et en fait, je vais pas te mentir, ça me fait chier de parler d'économie après un beau discours que tu as tenu, parce que je suis d'accord avec toi, ce serait bien. Et Jean-Luc Mélenchon a raison quand il parle d'unifier la francophonie, les universités, etc. Ça, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Après, l'économie tient une place très importante, parce qu'on va te dire, c'est super. Comment on finance ? Mais comment on finance ? Oui, mais c'est important, parce qu'en fait, c'est qui va payer ? Mais qui va payer ? Qui va payer ? Mais ce que j'expliquais tout à l'heure sur la dette. Et la question. Il n'y a pas d'argent magique. Oui, il n'y a pas d'argent magique. Mais par contre, il n'y a pas des lois de l'économie qui régissent tout et qui sont supérieures à tout le reste. L'économie, c'est un outil au service des humains. C'est pas les humains au service de l'économie, c'est l'économie au service des humains. Et puis, de toute façon, moi, je pose la question. Je pose la question sur les rapports africains. Où elle est la loi ? Non, c'est pas un vœu pieux. L'économie, c'est au service des humains. C'est au service, il faut un renversement, que l'économie et que la production viennent au service du bien-être. C'est juste une question de volonté politique. Et je pose aussi la question, comment, et là je vais prendre l'exemple de Bolloré. Pourquoi est-ce que Bolloré, qui fait son beurre sur ses chaînes de télé, qui ne parle que d'immigration, d'un péril du grand remplacement, est le premier et un des premiers à piller l'Afrique ? Il y a une malhonnêteté absolue sur ce côté-là. Et moi j'ai envie de dire, ces gens-là, ils sont poursuivables en justice, parce qu'à un moment, la loi, elle est plus forte que tout, et l'État est plus fort que tout le reste. Si on décide que collectivement, et parce qu'on l'est, on est plus fort que quelques intérêts privés, on peut tout renverser. Tout dernier mot, Gabriel, après Josh. Mais d'accord, mais il faudrait aller le chercher chez lui, lui mettre la tête sur une pique. Non, pour ça on a juste l'institution judiciaire. Et on a juste, pareil, et ça recoupe avec ce que disait la Bolivie, sur les crimes d'écocide. Si toutes les grandes entreprises et tous les grands capitalistes avaient au-dessus de la tête la possibilité d'être sanctionnés dès qu'ils s'en prennent à la planète ou aux droits humains, j'ai envie de dire que ça filerait plus droit. Et surtout si les États assumaient leur rôle, qui doit être central dans la transition écologique et dans le partage des richesses,
tout le monde vivrait mieux. Bien, messieurs, Oui. merci à vous. En tout cas, non, c'est très instructif et c'est difficile d'interrompre, mais il y a un moment donné, on est pressé par le temps. Mais merci en tout cas de la qualité, tant sur la forme que sur le fond, de ces débats. D'Artagnan, top générique pour dans le vif. Voilà, tout simplement. J'ai été coupé par la technique, mais c'est pas grave, je t'embrasse. Cher D'Artagnan, 1 minute, messieurs, et pas une de plus. Et là, je vais être intraitable. Pour convaincre les auditeurs sur cette question. Alors, mon cher Pierre, la caméra, face caméra là, et Gabriel, en face également. On va commencer par Pierre. Le réarmement démographique. Coup de com' ou véritable enjeu de société? 1 minute. Le réarmement démographique, coup de com' très très mal ficelé et très très mal inspiré, et comme je l'ai dit, avec des relents plus ou moins nauséabonds pour masquer d'autres choses, pour masquer les inégalités sociales, pour masquer le fait que la priorité et surtout les causes de la baisse de la démographie ont été empirées par la présidence d'Emmanuel Macron, que ce soit les prises de décision écologiques, les prises de décision économiques, les prises de décision géopolitiques. Tout a été fait pour baisser la natalité. La priorité n'est pas celle-là. La priorité n'est pas celle de la natalité, déjà parce qu'en France, on a la meilleure d'Europe, qu'on n'a jamais eu besoin de donner de conseils à personne pour faire des enfants. Et puis, parce qu'en plus, la question aujourd'hui, c'est celle pas de mettre des vivants dans le monde, c'est de préserver un monde vivable. Donc, la priorité, elle doit être celle-là, celle de tourner la production, l'État, toute la société vers la création d'un monde vivable où les gens vivent mieux et plus égalitairement. Eh bien, on a respecté 47 secondes. Gabriel, je t'en prie. Bien moi, à l'inverse, je pense que c'est un véritable enjeu à la fois de société, par l'économie, un enjeu aussi de société qui ne veut pas mourir, parce qu'une société qui ne se renouvelle pas, c'est une société qui est vouée à mourir. Donc du coup, je suis d'accord avec les propos du président de la République. Peut-être que sur le terme, ça peut être discutable, mais le plan de relance démographique est le bon, selon moi. Il vise quand même globalement à verser des allocations, ce qui devrait te rendre heureux, Pierre. Les débats sont clos. Ils se poursuivront. J'ai 13 secondes de rab. Alors normalement... Okay, pardon, j'ai fait exprès d'être un peu plus parce court. que c'est pour ça que, pour respecter l'équité, les débats continueront avec la plus grande des libertés hors antenne. Oui, bien sûr. Chères auditrices, chers auditeurs, il est temps de voter. D'Artagnan, quelques minutes pour adresser un merci, déjà, très chaleureux, à Gabriel et à Pierre. Je vais remettre mes lunettes parce que c'est un peu le moment un peu détente de la fin de cette émission pour clôturer de manière un petit peu... tranquille quoi, hein, parce que c'était des débats un petit peu houleux ce soir, mais c'est bien messieurs, et ça a fait vivre la démocratie, c'est ça qui compte. C'est très important. L'occasion de vous remercier, voilà, je mets ça, de vous remercier d'avoir été avec nous, très nombreuses et très nombreux, j'ai pu voir les chiffres et j'en suis très heureux. La semaine prochaine, nous serons présentes et présents sur la question de la sexualité. Voilà, alors c'est un thème un petit peu vaste. Nous-mêmes, équipe de tribuns, nous avons une semaine pour préciser cette thématique et j'espère que vous serez au rendez-vous. 2 informations précises avant de se quitter. Pardon. Tu m'as coupé, c'est pas grave. Avant de se quitter, la première, c'est effectivement cet appel aux dons. On le répète, on le réitère, il est très important pour nous. On est une jeune structure, donc si vous pouvez donner, voilà. On ne donne pas de montant, c'est juste le geste qui compte. C'est sur l'Instagram de Les Tribuns, dans le Linktree qui se situe dans la bio. Et la deuxième information, c'est la petite surprise qu'on vous réserve pour la semaine prochaine. C'est un nouveau logo, un nouvel habillage, si je puis dire. Voilà, on se réinvente, le printemps arrive et donc on a décidé de vous présenter. Le printemps est là, le printemps c'est aujourd'hui, mais côté météo, tu vas voir que ça va se dégrader les prochains jours. Je fais mon Evelyne Delia. Voilà, nouveau logo qui arrive. Soyez là la semaine prochaine, si je puis dire, pour le découvrir. Fin des votes, on clôture. D'Artagnan, c'est à toi. Ok. C'est cette espèce de truc qui pendent. C'était très très serré. À 2 secondes près, c'était égalité. Okay. Mais dès que j'ai éteint, c'est Gabriel qui a gagné à 55%. Écoutez, vous êtes très gentil. Écoutez, Gabriel remporte. C'était très très serré. Merci beaucoup. Mais Pierre, très bon combattant, franchement. Merci. Merci à vous messieurs et
N'hésite pas à revenir quand tu veux, la porte est grande ouverte. Et la porte est grande ouverte à toutes et tous. Comme vous le savez, à la semaine prochaine, messieurs dames. Merci. Merci beaucoup.